Chapitre 1. La sérénade de minuit. L'automne 1891 apporta un froid particulier qui sembla pénétrer non seulement les os, mais l'âme même de Londres. Alors que j'écris ces mots, quelques mois après les événements extraordinaires que je vais relater, je me surprends encore parfois à entendre le son lointain du cri mélancolique d'un violon qui résonne dans les rues brumeuses. Car c'est un violon, ou plutôt les circonstances mystérieuses entourant un instrument en particulier, qui nous a entraînés, mon ami Sherlock Holmes et moi, dans ce que je ne peux que décrire comme l'un des cas les plus déroutants et finalement tragiques de notre longue collaboration. C'est le soir du 15 octobre que débuta notre implication dans cette singulière affaire. Holmes avait passé la majeure partie de la journée dans ce que j'avais fini par reconnaître comme l'une de ces périodes d'intense activité mentale, arpentant notre logement du 221B Baker Street avec l'énergie insatiable d'une panthère en cage. Sa silhouette anguleuse se mouvait avec ce mélange particulier de grâce et de tension nerveuse qui précédait invariablement une avancée significative dans son raisonnement. Cependant, dans ce cas précis, j'avoue avoir été incapable de comprendre quel problème occupait tant son esprit remarquable. « Watson », dit-il soudain, cessant ses pérégrinations pour me fixer de ses yeux gris pénétrants. « Dites-moi, que pensez-vous d'un homme qui prend grand soin de graisser les gonds de sa porte, mais laisse ses bottes grincer abominablement à chaque pas ?» J'ai levé les yeux de l'édition du soir du Times que je parcourais à la douce lueur de notre lampadaire. Je dirais qu'un tel homme privilégie son intimité à son confort personnel, ai-je osé dire. Peut-être souhaite-t-il se déplacer discrètement chez lui, mais se soucie peu du bruit qu'il fait dans la rue. Exactement, s'exclama Holmes, son visage maigre s'illuminant de cette expression de satisfaction qu'il arborait lorsqu'un élève avait saisi un point particulièrement subtil. Et quel genre de profession pourrait exiger une telle attention sélective à la discrétion ? Avant que je puisse formuler une réponse, notre contemplation fut interrompue par le coup pressant des phalanges de Madame Hudson sur notre porte. À l'appel de Holmes, notre logeuse, si patiente, apparut, son visage habituellement calme trahissant une grande agitation. « Je vous demande pardon, monsieur Holmes, mais il y a un monsieur en bas qui insiste pour vous voir immédiatement. Il semble hors de lui, et je crains qu'il ne s'effondre s'il attend trop longtemps. » Le regard de Holmes s'éclaira d'intérêt. « Faites-le venir immédiatement, Madame Hudson. Et peut-être pourriez-vous apporter du thé. Je soupçonne que notre visiteur a besoin d'un peu de repos. » Quelques instants plus tard, nous entendîmes des pas lourds dans l'escalier, accompagnés d'une respiration haletante qui trahissait soit une grande hâte, soit une profonde détresse. L'homme qui entra dans notre salon était effectivement dans un état d'agitation extrême. Il avait peut-être la quarantaine, était bien habillé, à la manière d'un gentleman aisé, mais ses vêtements portaient les signes révélateurs d'une mise en place hâtive, son col légèrement de travers, son gilet mal boutonné. Son visage, qui aurait pu être agréable en temps normal, était pâle et tiré, avec l'expression hantée de celui qui a été témoin d'un événement défiant toute explication rationnelle. « Monsieur Holmes », commença-t-il, la voix tremblante d'une émotion à peine contenue, « je suis le professeur Marcus Pembroke, de la Royal Academy of Music. Je suis venu vous voir car je ne sais plus où donner de la tête. Quelque chose d'impossible s'est produit, quelque chose qui remet en question tout ce que je comprends du monde naturel. » Holmes désigna la chaise en face de la sienne, tandis que je m'empressais de verser une tasse de thé, servie avec délicatesse par Madame Hudson. « Veuillez vous asseoir, professeur Pembroke, » dit Holmes de son ton le plus apaisant. « Le docteur Watson et moi sommes à votre entière disposition. Prenez un moment pour vous ressaisir, puis racontez-nous ce qui vous amène à Baker Street à cette heure tardive. » Le professeur Pembroke accepta le thé avec des mains qui tremblaient sensiblement. Et après avoir pris plusieurs gorgées pour se calmer, il commença son récit remarquable. « Messieurs, je dois vous parler de mon violon. Un Stradivarius d'une beauté et d'une sonorité extraordinaires, fabriqué en 1697 et d'une valeur bien supérieure à mon salaire annuel. Il m'a été légué par mon mentor,
feu le professeur Aldrich Thornbury, qu'il a acquis lors de ses voyages en Italie il y a une trentaine d'années. Cet instrument est mon bien le plus précieux, et je l'utilise quotidiennement depuis 5 ans. Il marqua une pause, son visage devenant encore plus pâle tandis qu'il continuait. Il y a 3 soirs, je me suis retiré dans mon bureau après le dîner pour m'entraîner, comme à mon habitude. Le violon était dans son étui sur mon bureau, là où je le laisse toujours. Mais en m'approchant pour le récupérer, j'ai entendu une chose extraordinaire. L'instrument jouait tout seul. Holmes se pencha légèrement en avant, les doigts croisés sous son menton. « Jouer, dites-vous ? De quelle manière ? » « Une œuvre complète. Le caprice numéro 24 en la mineure de Paganini, pour être précis. L'archet se déplaçait sur les cordes avec une technique parfaite. Le doigté sur le manche était impeccable et le son était d'une pureté absolue. Pourtant, aucune main humaine ne guidait ni l'archet ni les cordes. J'avoue que mon premier réflexe fut de soupçonner que la nervosité du professeur, ou peut-être sa vue, l'avait trompé. Mais l'expression de Holmes exprimait un vif intérêt plutôt que du scepticisme. « Vous êtes-vous approché de l'instrument pendant que ce phénomène se produisait ?» demanda Holmes. « J'avoue que j'ai été si surpris que je suis resté figé sur le seuil pendant quelques instants. Le morceau a continué pendant peut-être 2 minutes encore, puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, la musique s'est arrêtée. Le violon est resté silencieux dans son étui, l'archet à côté, comme si de rien n'était. Et vous avez examiné l'instrument immédiatement après ? En effet, il n'y avait rien, aucun mécanisme, aucune corde ni aucun fil caché, rien qui puisse expliquer ce que j'avais vu. J'ai inspecté chaque centimètre du violon et de son étui, et je les ai trouvés exactement comme ils avaient toujours été. » Holmes se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la rue éclairée au gaz en contrebas. « Vous avez mentionné que cela s'était produit il y a 3 nuits. Le phénomène s'est-il répété ? » La voix du professeur Pembroke baissa à peine. « Depuis, chaque nuit, monsieur Holmes. Toujours le même morceau, toujours à la même heure. 11h47. Et ce soir ?» Il hésita, déglutissant difficilement. « Ce soir, je n'en pouvais plus. J'ai fui ma maison et je suis venu directement ici car j'ai entendu parler de vos remarquables capacités à résoudre les mystères les plus complexes. »« Vous avez bien fait, » murmura Holmes, le regard toujours fixé sur la rue. « Dites-moi, professeur, s'est-il produit quelque chose d'inhabituel récemment chez vous ? Des changements dans votre intérieur, de nouvelles acquisitions ? Des visiteurs qui auraient dû s'intéresser particulièrement à votre violon ? » « Rien dont je me souvienne, cependant. » Il fronça les sourcils, comme s'il cherchait à capturer un souvenir fugace. Il y avait peut-être une chose. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'un marchand d'instruments rares, un certain Cornelius Blackwood. Il prétendait représenter un riche collectionneur qui avait entendu parler de mon Stradivarius et souhaitait faire une offre pour l'acheter. La somme mentionnée était tout à fait extraordinaire, bien supérieure à la valeur estimée de l'instrument. Et votre réponse à cette offre ? J'ai refusé, bien sûr. Le violon n'a pas seulement une valeur monétaire pour moi. Il représente mon lien avec l'héritage du professeur Thornbury et avec la musique elle-même. Je ne pouvais pas plus le vendre que je ne pouvais vendre mon âme. Holmes se détourna de la fenêtre, son visage affichant cette expression d'intense concentration que je connaissais si bien. « Professeur Pembroke, je trouve votre cas très intrigant. Avec votre permission, j'aimerais me rendre à votre domicile demain et examiner le violon et la pièce où ces manifestations se sont produites. » « Vous allez donc prendre l'affaire ?» Le soulagement était palpable dans la voix du professeur. « Bien sûr. Mais je dois vous prévenir. D'après mon expérience, lorsque l'impossible semble se produire, c'est invariablement parce que nous n'avons pas réussi à percevoir l'explication possible qui se cache sous la surface. Votre violon n'est pas surnaturel, professeur Pembroke, même si je soupçonne que la vérité derrière son apparente autonomie pourrait s'avérer tout aussi remarquable que le phénomène lui-même. » Alors que notre visiteur prenait congé, les dispositions prises pour notre visite du lendemain matin étant prises, je me suis tourné vers Holmes avec la question qui s'était formée dans mon esprit tout au long de l'entretien. « Qu'en pensez-vous, Holmes ? Cet homme doit sûrement se tromper, peut-être victime d'une machination élaborée, ou souffre-t-il d'un épuisement nerveux ?
Holmes était retourné à sa chaise et s'occupait maintenant à bourrer sa pipe de ce tabac noir et fort qu'il affectionnait. Au contraire, Watson, je suis porté à croire que le professeur Pembroke a décrit exactement ce qu'il a vu. La question qui m'intéresse n'est pas de savoir si le violon jouait tout seul, mais plutôt comment un tel effet a été obtenu, et surtout, pourquoi. Mais une telle chose est sûrement impossible? Rien n'est impossible, mon cher ami. C'est simplement improbable. Et d'après mon expérience, les explications les plus improbables cachent souvent les motivations les plus humaines. Il gratta une allumette et l'appliqua sur sa pipe, la flamme projetant des ombres dansantes sur ses traits aquilins. Dites-moi, Watson, qu'avez-vous remarqué chez notre visiteur qui m'aurait échappé? J'ai réfléchi attentivement à la question, sachant que la demande apparente d'avis de Holmes était en réalité un test de mes propres capacités d'observation. Il paraissait sincèrement angoissé, et sa peur semblait plus réelle que simulée. Sa tenue vestimentaire suggérait un habillage précipité, ce qui corroborait ses dires selon lesquels il avait fui sa maison effrayée. Bien. Quoi d'autre? Ses mains, dis-je, me rappelant soudain un détail qui m'avait semblé étrange. Pour un violoniste de calibre professionnel, le bout de ses doigts présentait remarquablement peu de callosité, et il avait une petite coupure sur son index gauche, récente, je dirais, datant d'à peine un jour ou deux. Excellent, Watson. Vous progressez considérablement dans votre sens de l'observation. Ce petit détail concernant le cal pourrait s'avérer d'une importance capitale. Holmes tira une grande bouffée de sa pipe, exhalant un nuage de fumée aromatique. J'avoue que j'ai hâte d'examiner le mystérieux Stradivarius du professeur Pembroke. Quelque chose me dit que cette affaire s'avérera bien plus complexe que ne l'imagine notre musicien désemparé. Alors que la soirée touchait à sa fin, et que nous nous apprêtions à nous coucher, je me suis retrouvé à prêter l'oreille au bruit de la nuit londonienne. Le claquement des fiacres tardifs, le sifflement lointain d'un agent de police, le cri lugubre d'un veilleur de nuit annonçant l'heure. Mais c'était un autre son qui semblait planer à la limite de l'audible, si faible que je ne pouvais savoir s'il était perçu ou simplement imaginé. Les accords fantomatiques d'un violon, jouant quelque part dans l'obscurité enveloppée de brouillard derrière nos fenêtres. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, cette musique fantôme semblait porter en elle une promesse, ou peut-être un avertissement, des étranges événements à venir. Alors que je succombais enfin au sommeil, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous étions au seuil d'un mystère qui mettrait à rude épreuve les remarquables capacités de déduction de Holmes. Chapitre 2. La scène de l'impossible. Le lendemain matin, le temps était gris et humide, avec cette lumière londonienne si particulière qui semble décolorer tout ce qu'elle touche. Holmes était déjà habillé et prenait son petit déjeuner habituel lorsque je descendis dans notre salon. Je remarquai cependant avec inquiétude que son assiette était restée quasiment intacte, signe évident qu'il était entièrement absorbé par le problème. « Ah, Watson !» dit-il en levant les yeux des journaux du matin éparpillés sur sa chaise. « J'espère que vous avez mieux dormi que moi. Cette histoire de violon du professeur Pembroke a occupé mes pensées toute la nuit. » « Avez-vous formulé des hypothèses préliminaires ?» demandai-je en me servant des excellents harengs fumés de Madame Hudson et en prenant place à notre modeste table. « Plusieurs, » répondit Holmes en pliant le Times d'un coup sec. « J'avoue cependant que chaque hypothèse que j'élabore semble s'effondrer à un examen plus approfondi. Nous avons affaire à quelque chose de vraiment inhabituel, mon cher ami. Mais allez, terminez votre petit déjeuner au plus vite. J'ai hâte d'examiner le lieu de ces mystérieuses manifestations. » En moins d'une heure, nous nous retrouvâmes à bord d'un fiacre, nous faufilant à travers les rues animées vers la résidence du professeur Pembroke à Kensington. Holmes resta assis, contemplatif, silencieux pendant notre trajet, son profil net se découpant sur la vitre, observant le spectacle de ses yeux gris inquiets qui ne laissaient rien passer d'important. La maison du professeur Pembroke se révéla être une élégante bâtisse géorgienne située sur une place tranquille, sa façade en briques rouges évoquant une confortable respectabilité. Le professeur lui-même nous accueillit à la porte, et je fus frappé par son calme accru à la lumière du jour, même si les cernes sous ses yeux suggéraient
que le sommeil continuait de lui échapper. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » dit-il en nous faisant entrer dans un couloir bien aménagé. « Je ne peux exprimer ma gratitude envers vous pour avoir accepté d'enquêter sur cette affaire. Je commençais à craindre pour ma santé mentale. »« C'est tout à fait compréhensible, » répondit Holmes, son regard perçant commençant déjà à examiner systématiquement notre environnement. « Veuillez d'abord nous montrer votre bureau, la pièce où ces événements extraordinaires se sont produits. » On nous a conduits à travers une série de pièces meublées avec goût, jusqu'à un spacieux bureau à l'arrière de la maison. C'était clairement le domaine d'un érudit et musicien. Les murs étaient tapissés d'ouvrages sur la théorie musicale et la composition, tandis qu'un piano à queue occupait un coin. Des partitions étaient éparpillées sur différentes surfaces, et j'ai remarqué plusieurs photographies encadrées de ce que je supposais être les collègues et les étudiants du professeur. Mais c'est le fond de la pièce qui retint immédiatement notre attention. Là, sur un bureau en acajou placé près d'une haute fenêtre, se trouvait un étui ouvert contenant ce qui ne pouvait être que le célèbre Stradivarius. Même à mes yeux non avertis, l'instrument était d'une beauté extraordinaire. Son bois riche, couleur ambrée, semblait rayonner d'une lumière intérieure, et les courbes gracieuses de sa caisse témoignaient de siècles de savoir-faire artisanal. Holmes s'approcha du bureau avec la révérence prudente de quelqu'un manipulant un objet précieux. « Puis-je » demanda-t-il, et sur un signe de tête du professeur, il souleva le violon avec une délicatesse surprenante pour quelqu'un qui n'est pas versé en musique. « Magnifique » murmura-t-il en retournant l'instrument pour l'examiner sous tous les angles. « Le vernis est dans un état remarquable pour un objet vieux de près de 2 siècles. Vous en avez pris grand soin, professeur. »« Cela a été le trésor de ma vie, » répondit Pembroke, même si sa voix exprimait une certaine incertitude qui n'était pas présente la veille. « Mais maintenant, j'avoue que je ne sais plus si c'est une bénédiction ou une malédiction. » Holmes remit soigneusement le violon dans son étui et entreprit un examen méthodique du bureau et de ses environs immédiats. Ses longs doigts parcoururent la surface du bois, vérifièrent la stabilité des pieds et examinèrent même le dessous à l'aide d'un petit miroir de poche qu'il portait toujours sur lui à cet effet. « Le bureau paraît tout à fait ordinaire, » annonça-t-il après quelques minutes. « Watson, auriez-vous l'amabilité d'examiner la fenêtre et son cadre? Recherchez tout signe de perturbation récente ou d'équipement inhabituel. » Tandis que je menais mon propre examen de la fenêtre, qui ne révélait rien de plus suspect que la crasse accumulée depuis plusieurs mois, Holmes porta son attention sur l'étui du violon lui-même. Il souleva l'instrument une fois de plus et commença à examiner l'intérieur de l'étui à la loupe. « Professeur, » dit-il sans lever les yeux, « vous avez mentionné que vous laissiez toujours le violon exactement dans cette position. L'étui a-t-il été déplacé ces dernières semaines ? » « Pas à ma connaissance. Les domestiques ont reçu pour consigne stricte de ne jamais déranger mon bureau, et je suis moi-même très exigeant quant à l'emplacement de l'instrument. » Holmes remit le violon en place et referma l'étui, puis recula pour observer la pièce dans son ensemble. « Maintenant, professeur, j'aimerais que vous nous recréiez exactement ce qui s'est passé hier soir. Placez-vous comme vous étiez en entrant dans la pièce. » Le professeur Pembroke s'est dirigé vers la porte par laquelle nous étions entrés. Je suis arrivé vers minuit moins 20. J'avais passé la soirée à réviser la composition d'un élève et je souhaitais jouer un passage qui me tracassait. « Continuez, » insista Holmes en s'asseyant sur une chaise positionnée de manière à observer à la fois le professeur et l'étui à violon. Je m'approchai du bureau, ainsi, et je cherchai l'étui lorsque j'entendis les premières notes. Au début, je crus peut-être imaginer des choses, mais ensuite, il marqua une pause, le visage blême à se souvenir. La musique devint inimitable. L'archet se déplaçait sur les cordes avec une précision parfaite, et je pouvais voir les positions des doigtés changer sur le manche, bien qu'il n'y ait pas de main pour les guider. « Tu as vu l'arc bouger ?» ai-je interrompu, car ce détail n'avait pas été tout à fait clair lors de notre conversation de la veille. Très distinctement, Dr. Watson. Elle montait et descendait au rythme du morceau, tirant sur les cordes avec la même technique que j'employais moi-même.
Holmes se leva de sa chaise et s'approcha de nouveau de l'étui. « L'archet est ainsi ?» demanda-t-il en indiquant sa position actuelle à côté du violon. « Exactement. » Lorsque la musique cessa, l'archet et l'instrument revinrent exactement dans ces positions. Fascinant. Holmes passa encore quelques minutes à examiner l'arc, s'intéressant particulièrement à sa pointe et à l'endroit où il était saisi. « Professeur, je remarque que votre arc semble avoir été retendu assez récemment. Quand avez-vous remplacé le crin pour la dernière fois ?» Le professeur fronça les sourcils, concentré. « Ça ne doit pas faire plus d'une semaine. Mon artisan habituel a remarqué que les cheveux étaient un peu usés et a suggéré de les renouveler. » « Et le nom de cet artisan ?»« Monsieur Josiah Whitmore, de Marylebone. Il entretient mes instruments depuis 3 ans. » Holmes nota cela dans son carnet, puis poursuivit son examen de la pièce. Il passa un temps considérable à examiner le sol autour du bureau, allant même jusqu'à ramper dessous avec sa loupe, ressortant quelque peu poussiéreux mais apparemment satisfait de ses découvertes. « Très éclairant, » annonça-t-il en époussetant son manteau. « Dites-moi, professeur, avez-vous remarqué d'autres phénomènes inhabituels ces derniers jours? Des bruits étranges, des mouvements d'objets inexpliqués, peut-être des visiteurs particulièrement intéressés par cette pièce. » Rien de tel, cependant. Le professeur hésita, comme s'il était réticent à mentionner quelque chose qui pourrait sembler trivial. « Continuez, je vous prie. Aucun détail n'est insignifiant dans ce genre d'affaires. » « Eh bien, ce n'est probablement rien. Mais j'ai remarqué que ma gouvernante, Madame Bramley, semblait anormalement nerveuse hier matin en m'apportant mon plateau de petit-déjeuner. Elle a mentionné avoir entendu de la musique pendant la nuit, tout en prétendant qu'elle devait provenir d'une maison voisine. Madame Bramley réside ici dans la maison? Elle a un petit appartement au dernier étage, oui. Elle travaille avec moi depuis près de 4 ans, et elle est entièrement digne de confiance. J'aimerais lui parler, si vous le permettez. » Madame Bramley se révéla être une femme d'une 50aine d'années, avec la compétence d'une femme habituée depuis longtemps à gérer efficacement une maison. Convoquée dans le bureau, elle ne manifesta aucune de la nervosité qui avait apparemment caractérisé son comportement la veille. « Madame Bramley, » commença Holmes de son ton le plus rassurant, « le professeur Pembroke nous dit que vous avez peut-être entendu de la musique pendant la nuit. Auriez-vous l'amabilité de nous décrire ce que vous avez observé ?» Le regard de la gouvernante oscillait nerveusement entre Holmes et son employeur. « Eh bien, monsieur, je ne veux pas paraître fantaisiste, mais j'ai été réveillé vers minuit par un violon venant d'en bas. Au début, j'ai cru que le professeur avait du mal à dormir et qu'il avait décidé de s'entraîner, mais... »« Mais ?» demanda doucement Holmes. « Mais la musique ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà entendu le professeur jouer, monsieur. Elle était... eh bien... parfaite, si je puis dire. Non pas que le professeur ne soit pas un excellent musicien, ajouta-t-elle précipitamment, mais là c'était différent. C'était comme si l'instrument lui-même chantait. Holmes et moi avons échangé des regards entendus. « Avez-vous approfondi vos recherches, Madame Bramley ?» »« Je dois l'avouer, monsieur. Je me suis glissé sur le palier et j'ai écouté à la porte du bureau. La musique a continué pendant plusieurs minutes, mais lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai constaté que la pièce était plongée dans l'obscurité. Pas de bougie, pas de gaz. Rien ne laissait présager la présence de quelqu'un. Et pourtant, la musique a continué. Pendant encore 1 minute, monsieur. Puis tout s'est arrêté brusquement. J'ai attendu quelques instants, mais tout est resté silencieux. Alors je suis retourné dans ma chambre. Après le départ de Madame Bramley, Holmes reprit l'examen du bureau avec une intensité renouvelée. Il accorda une attention particulière au mur, tapotant à divers endroits et écoutant attentivement les bruits qui en résultaient. À un moment donné, il passa près d'1 quart d'heure à étudier le portrait de ce qui semblait être un homme d'un certain âge, distingué, en robe d'académicien. « Professeur Thornbury, je suppose ?» demanda-t-il en désignant le tableau. « En effet, mon défunt mentor qui m'a légué le violon. Ce portrait a été peint peu avant sa mort, il y a 5 ans. Un visage intéressant. Il semble avoir été un homme d'une grande personnalité. » Holmes étudia le portrait un instant, puis reporta son attention sur l'étagère qui occupait le mur adjacent à la fenêtre.
Ces ouvrages sur l'acoustique et la théorie du son font-ils partie de votre bibliothèque professionnelle? Certains sont de moi, d'autres appartenaient au professeur Thornbury. Il s'intéressait beaucoup aux aspects scientifiques de la production sonore musicale. Holmes choisit l'un des volumes et le feuilleta brièvement avant de le remettre sur l'étagère. Très complet, le professeur Thornbury semble avoir été un homme aux intérêts très variés. Alors que notre examen du bureau touchait à sa fin, Holmes annonça son intention d'inspecter l'extérieur de la maison. Nous passâmes près d'une heure à examiner le jardin, les murs et les différentes fenêtres, en prêtant une attention particulière à celles qui pouvaient donner accès au bureau. Holmes s'intéressa particulièrement à un grand chêne dont les branches s'étendaient près de la fenêtre du bureau, sans toutefois fournir d'explication. Alors que nous nous apprêtions à partir, l'anxiété du professeur Pembroke devint presque palpable. « Monsieur Holmes, dit-il, croyez-vous pouvoir résoudre ce mystère? J'avoue qu'une autre nuit de ce phénomène risque de me rendre fou. » Holmes marqua une pause tandis qu'il enfilait son manteau, l'air pensif. « Professeur, je peux vous promettre que cette affaire sera résolue, même si je soupçonne que la solution pourrait s'avérer plus complexe que nous ne l'imaginons actuellement. En attendant, j'ai une requête qui peut paraître inhabituelle. N'importe quoi, monsieur Holmes. Ce soir, lorsque la musique commence, je veux que vous l'observiez d'aussi près que possible, mais aussi que vous la chronométriez avec précision. Notez le moment exact où elle commence et se termine, et si possible, essayez de vous approcher de l'instrument pendant le phénomène. Ne le touchez pas, mais observez d'aussi près que votre courage le permet. Tu crois que ça va se reproduire ce soir? J'en suis certain. Et le professeur? Holmes le fixa de ce regard pénétrant à la fois rassurant et troublant. Quoi que vous observiez ce soir, rappelez-vous qu'il y a toujours une explication rationnelle, même aux événements les plus apparemment surnaturels. Le violon n'est pas hanté, monsieur, mais il est certainement joué. Notre tâche consiste simplement à découvrir par qui et pourquoi. Tandis que notre fiacre nous ramenait à travers les rues animées en direction de Baker Street, je me suis permis de partager mes impressions sur notre travail matinal. J'avoue, Holmes, que je n'ai rien vu dans cette pièce qui puisse expliquer les expériences du professeur. Le violon semblait tout à fait ordinaire, la pièce ne présentait aucun signe de manipulation, et le professeur et sa gouvernante semblent être des témoins crédibles. Au contraire, Watson, nous avons beaucoup appris. L'archet a été récemment remis en place, la gouvernante a entendu la musique depuis sa chambre à l'étage, et le récit du professeur contient plusieurs détails qui pourraient me s'avérer importants une fois que nous aurons compris leur contexte. Tel que... Holmes eut ce sourire énigmatique qui précédait invariablement une révélation qui allait éclairer notre enquête sous un jour nouveau. Tout s'éclaircira en temps voulu, mon cher ami. Mais je peux vous assurer que nous n'avons pas affaire à des forces surnaturelles, ni à un simple cas d'imagination nerveuse. Quelqu'un joue bel et bien du violon, Watson, et il le fait pour des raisons qui vont bien au-delà de la simple malice. Mais comment une telle chose est-elle possible? Nous avons examiné chaque recoin de cette pièce. Vraiment, Watson? Vraiment? Holmes se cala contre les coussins de notre taxi, les doigts déjà rivés sur sa pipe. Je pense que vous constaterez que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce mystère des plus intrigants. Alors que Baker Street apparaissait, je me suis senti à la fois frustré par les remarques énigmatiques de Holmes et enthousiasmé par la promesse de révélation à venir. Le violon qui jouait tout seul nous avait présenté une énigme inédite, et je pressentais que sa solution nécessiterait toute la puissance de déduction et d'observation considérable de mon ami. Le jeu, comme Holmes aimait à le dire, était en marche. Chapitre 3. Le secret de l'artisan. Le reste de la journée s'écoula avec une lenteur angoissante, Holmes alternant entre des périodes d'intense concentration et des promenades frénétiques dans notre logement. J'ai tenté d'engager la conversation avec lui à plusieurs reprises, mais ses réponses étaient au mieux monosyllabiques, son esprit visiblement absorbé par l'énigme que le professeur Pembroke nous avait présentée. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il sortit soudain de sa rêverie avec cet air décidé qui annonçait toujours l'action. « Watson, » annonça-t-il en attrapant son manteau, « nous avons rendez-vous avec M. Josiah Whitmore, l'artisan qui,
a récemment refait l'archet de notre professeur. Je crois que son atelier pourrait bien détenir la clé d'au moins un aspect de ce mystère. L'établissement de Josiah Whitmore se révéla être une boutique étroite et encombrée de marylebone, coincée entre une boulangerie et un bureau de tabac. Les vitrines étaient crasseuses, et à travers elles on apercevait les silhouettes floues de divers instruments, à cordes à différents stades de réparation. Une petite pancarte en laiton près de la porte proclamait « G. Whitmore, luthier et restaurateur d'instruments de qualité, établi en 1847. » L'intérieur de la boutique était un véritable écrin de savoir-faire musical. Violons, altos et violoncelles étaient suspendus au mur et au plafond tels des chauves-souris endormis, tandis que des établis chargés d'outils délicats occupaient tout l'espace disponible. L'air était chargé d'odeurs mêlées de vernis, de copeaux de bois et de vieux cuir, créant une atmosphère témoignant de décennies de savoir-faire artisanal méticuleux. M. Whitmore lui-même émergea de l'ombre au fond de la boutique, un homme maigre et âgé, aux mains arthritiques et aux yeux qui conservaient la vivacité d'un homme habitué au travail minutieux. Ses cheveux étaient ras blancs comme neige, et il portait le tablier de cuir de son métier par-dessus de simples vêtements de travail. « Messieurs, dit-il, sa voix portant le ton cultivé de quelqu'un qui, malgré ses humbles circonstances, avait passé sa vie à proximité du raffinement. Comment puis-je vous aider ?» Holmes s'avança, courtois mais direct. « Monsieur Whitmore, je suis Sherlock Holmes et voici mon collègue, le docteur Watson. Nous enquêtons sur une affaire plutôt inhabituelle concernant le professeur Marcus Pembroke, et nous avons appris que vous avez récemment effectué des travaux sur son archet de violon. » L'expression du vieil artisan devint méfiante. « Professeur Pembroke, oui, un homme distingué, et le propriétaire d'un des plus beaux Stradivarius que j'ai jamais eu le privilège d'examiner. Mais je crains de ne pas comprendre quel genre d'investigation pourrait impliquer mes humbles services. Rien qui puisse nuire à votre savoir-faire, je vous l'assure, » répondit Holmes d'une voix douce. « Nous essayons simplement de comprendre l'histoire récente de l'instrument du professeur. Quand avez-vous exactement remis son archet, et y avait-il quelque chose d'inhabituel dans le travail demandé ?» M. Whitmore se dirigea vers un grand registre ouvert sur son établi principal, parcourant les inscriptions d'un doigt noueux jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. « Nous y sommes. Le 8 octobre, il y a une semaine aujourd'hui. Le professeur Pembroke a apporté l'archet pour le reméchage. Le crin était usé et commençait à perdre son adhérence sur les cordes. Une procédure de routine, je suppose ? En effet, même si je dois dire que l'archet lui-même est tout à fait exceptionnel. Il semble être l'œuvre de François Tourte, peut-être du début du XIXe siècle. Presque aussi précieux que le violon lui-même, à sa manière. » Holmes se pencha en avant avec intérêt. « Vous avez donc examiné attentivement l'arc ? » ?»« Naturellement. On ne travaille pas sur un tel instrument sans porter la plus grande attention à chaque détail. » Le vieil homme marqua une pause, les sourcils légèrement froncés. « Mais maintenant que vous le dites, il y avait quelque chose d'assez étrange dans l'état du crin de cheval lorsque le professeur me l'a apporté. »« En quoi est-ce étrange ? » ?»« Eh bien, monsieur, les crins semblaient avoir été abîmés d'une manière tout à fait inhabituelle. Normalement, lorsqu'un crin d'archet s'use, il s'effiloche progressivement, mais ces crins semblaient avoir été coupés, délibérément sectionnés en plusieurs endroits avec un instrument tranchant. Holmes et moi avons échangé un regard. « Coupé, dites-vous ? En êtes-vous sûr ? » ?»« Tout à fait, monsieur Holmes. En 47 ans de travail, j'ai appris à distinguer l'usure naturelle des dommages volontaires. Quelqu'un avait abîmé ce crin d'arc avec une lame, mais je n'arrive pas à imaginer dans quel but. Avez-vous mentionné cette observation au professeur Pembroke ? En effet, monsieur, mais il semblait sincèrement surpris et ne pouvait fournir aucune explication. Il a suggéré qu'un de ses élèves l'avait peut-être endommagé accidentellement pendant un cours, tout en admettant ne se souvenir d'aucun incident de ce genre. Holmes commença à arpenter la petite boutique, son regard perçant scrutant chaque détail du domaine de l'artisan. « Monsieur Whitmore, d'après votre expérience, un archet endommagé pourrait-il produire des sons inhabituels lorsqu'il est utilisé sur un violon ?» Le vieil homme réfléchit attentivement. «
C'est possible, je suppose. Des cheveux abîmés pourraient y pincer les cordes de manière irrégulière, créant des variations de sonorité qu'un musicien expérimenté pourrait trouver indésirables. Cependant, je dois dire que les nouveaux cheveux que j'ai installés devraient éliminer ce genre de problème. Et vous avez terminé ce travail quand? L'arc était prêt à être récupéré le 10 octobre. Le professeur Pembroke l'a récupéré l'après-midi même. Holmes s'arrêta dans sa déambulation, son attention attirée par quelque chose accroché au mur, au fond de la boutique. « C'est un instrument des plus intéressants », remarqua-t-il en désignant ce qui semblait être un violon de facture inhabituelle. M. Whitmore suivit son regard et sourit avec une fierté évidente. « Ah, vous avez l'œil vif, monsieur. C'est un violon électrique de ma conception, une pièce expérimentale qui allie savoir-faire traditionnel et innovation moderne. » « Électrique » ai-je rétorqué, car le terme m'était inconnu dans ce contexte. « En effet, docteur, en intégrant certains éléments métalliques à la construction et grâce à un câblage plutôt ingénieux, il est possible d'amplifier considérablement le son de l'instrument. Le concept en est encore à ses balbutiements, mais je crois qu'il a un potentiel considérable. » Holmes s'approcha de l'instrument avec une fascination évidente. Puis-je l'examiner de plus près? Bien sûr, mais je dois vous prévenir qu'il s'agit encore d'un prototype. La théorie est solide, mais les applications pratiques restent quelque peu incertaines. Tandis que Holmes étudiait le violon électrique, je remarquais son expression de plus en plus pensive. « Monsieur Whitmore, finit-il par dire, avez-vous discuté de cette invention avec l'un de vos clients habituels? » Seulement quelques-uns, monsieur. La plupart des musiciens ont des goûts plutôt conservateurs et ne s'intéressent qu'aux guère à ce genre d'innovation. Je dois dire cependant que le professeur Pembroke a exprimé une grande curiosité lors de sa récente visite. « Vraiment ?» Holmes remit soigneusement l'instrument sur son crochet. Et quelle était la nature de son intérêt? Il a posé de nombreuses questions sur les composants électriques, leur fonctionnement, leur compatibilité avec des instruments existants, etc. Il semblait particulièrement intéressé par la possibilité de fonctionnement de l'appareil sans intervention humaine. Le regard d'Holmes s'éclaira d'un intérêt évident. « Et que lui as-tu dit ?» Si le système d'amplification pouvait théoriquement fonctionner indépendamment, le jeu réel de l'instrument nécessiterait néanmoins l'intervention humaine. Cependant, le vieil artisan hésita, comme s'il hésitait à continuer. « Poursuivez, je vous en prie, monsieur Whitmore. Vos observations pourraient être de la plus haute importance. » « Eh bien, monsieur, j'ai mentionné que j'avais expérimenté certains dispositifs mécaniques, des mécanismes à ressort qui pouvaient, dans des circonstances très spécifiques, faire vibrer des cordes ou bouger un archet. Rien de pratique, comprenez-vous, simplement des exercices théoriques pour satisfaire ma curiosité quant aux possibilités. »« Très fascinant, » murmura Holmes. « Et le professeur Pembroke s'est-il également intéressé à ces expériences mécaniques? » Il semblait assez intrigué, même si j'ai insisté sur le fait que de tels appareils ne produiraient au mieux que des sons bruts, rien qui puisse être confondu avec une véritable performance musicale. Holmes passa encore quelques minutes à examiner divers instruments et outils de l'atelier, prêtant une attention particulière à tous les objets susceptibles d'être dotés de composants mécaniques. Finalement, il se tourna vers notre hôte pour lui poser une dernière question. « Monsieur Whitmore, au cours du mois dernier, avez-vous reçu d'autres visiteurs manifestant un intérêt inhabituel pour vos travaux expérimentaux? Peut-être quelqu'un prétendant représenter un collectionneur ou s'informant sur des instruments spécifiques. » Le regard de l'artisan devint pensif. « Eh bien oui, maintenant que vous le dites. La semaine dernière, le lendemain même où le professeur Pembroke a récupéré son arc, j'ai reçu une visite des plus étranges. Il s'appelait Monsieur Blackwood. Il prétendait être intéressé par l'achat de certaines de mes pièces expérimentales pour une collection privée. » Holmes resta immobile. « Cornelius Blackwood, par hasard ? » C'était bien le nom qu'il m'a donné. Un homme grand et bien habillé, avec un accent étranger prononcé. Allemand peut-être ou autrichien. Il a examiné plusieurs de mes pièces avec grand intérêt, notamment le violon électrique et certaines de mes expériences mécaniques. « Et tu lui as vendu quelque chose ? » ?»« Non, monsieur. Il y avait quelque chose chez ce monsieur qui me troublait. Il semblait moins intéressé par les qualités musicales des instruments que par leurs spécifications techniques.
et ses questions sur le violon du professeur Pembroke m'ont semblé plutôt déplacées. Il a posé des questions sur le Stradivarius du professeur en particulier. En effet, je voulais savoir quand le professeur jouait habituellement, s'il gardait l'instrument chez lui, ce genre de choses. Je lui ai répondu que ce n'était pas son affaire, et il est parti peu après. Alors que nous nous apprêtions à quitter l'atelier de M. Whitmore, Holmes s'arrêta pour acheter un petit diapason dans la collection d'outils de l'artisan. « À des fins expérimentales », expliqua-t-il sans plus de précision. De retour dans la rue, ma curiosité s'est évanouie. « Holmes, vous ne croyez tout de même pas qu'un dispositif mécanique puisse expliquer les expériences du professeur ? Même si une telle chose était possible, comment pourrait-elle être installée et utilisée sans être détectée ? Watson, nous avons appris plusieurs faits cruciaux cet après-midi. Premièrement, l'archet du professeur Pembroke a été volontairement endommagé avant d'être recordé. Deuxièmement, il a manifesté un intérêt considérable pour les méthodes mécaniques de production musicale. Troisièmement, le mystérieux M. Blackwood, qui a proposé d'acheter son violon, a également rendu visite à l'artisan qui l'entretient, posant des questions étrangement précises sur les habitudes du professeur. Mais ces faits indiquent sûrement un canular élaboré plutôt que de véritables phénomènes surnaturels. Certes, Watson, mais un canular perpétré par qui et dans quel but ? C'est la question à laquelle nous devons maintenant répondre. Holmes héla un fiacre et indiqua au chauffeur comment nous ramener à Baker Street. Je crois qu'il est temps que nous en apprenions davantage sur ce monsieur Cornelius Blackwood et son mystérieux employeur. Tandis que notre taxi roulait dans les rues sombres de Londres, je me demandais quelle nouvelle révélation la soirée allait apporter. Le mystère du violon automatique devenait plus complexe d'heure en heure, et je sentais que nous commencions seulement à percer l'étendue du complot qui entourait le précieux Stradivarius du professeur Pembroke. « Holmes, dis-je alors que nous approchions de notre logement, vous avez demandé au professeur Pembroke d'observer attentivement la manifestation de ce soir. Croyez-vous vraiment qu'elle se reproduira ? J'en suis certain, Watson. Quelles que soient les forces à l'œuvre ici, elles n'ont pas encore atteint leur objectif ultime. La représentation de ce soir pourrait bien nous fournir les derniers indices nécessaires pour démanteler cette supercherie des plus ingénieuses. Les lampadaires de Baker Street vacillèrent tandis que le soir tombait sur la ville, et quelque part dans l'obscurité grandissante, je savais que le professeur Pembroke se préparait à une nouvelle rencontre avec son mystérieux violon automatique. Restait à savoir si cette rencontre apporterait une solution ou un mystère plus profond. Mais j'étais convaincu que les remarquables capacités de déduction de Holmes révéleraient bientôt la vérité derrière cette affaire des plus déroutantes. Le diapason qu'il avait acheté dans la boutique de M. Whitmore semblait peser lourdement dans sa poche, tandis que nous montions les escaliers menant à notre logement familier, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce simple instrument s'avérerait en quelque sorte être la clé qui déverrouillerait tout le puzzle. Chapitre 4. La représentation de minuit. Le dîner à Baker Street se déroula dans un silence relatif, Holmes dévorant sa nourriture avec l'efficacité mécanique de quelqu'un dont l'esprit était complètement ailleurs. J'essayai à plusieurs reprises de l'engager dans la conversation au sujet de nos découvertes de l'après-midi, mais ses réponses furent distraites et brèves. Il était clair qu'il élaborait un plan d'action, même si sa nature précise me restait obscure. À 10h30 précises, Holmes se leva brusquement de sa chaise et attrapa son manteau. « Viens, Watson », annonça-t-il. « Il est temps que nous assistions nous-mêmes au mystérieux concert du professeur Pembroke. »« Vous comptez que nous soyons présents lorsque le phénomène se produira ?» demandai-je en rassemblant rapidement mes vêtements. En effet, les observations du professeur, bien que sans doute exactes à leur manière, manquent de la perspective éclairée qu'exige cette affaire. Ce soir, nous verrons de nos propres yeux ce qui ressort exactement de cette étude. Les rues de Londres étaient enveloppées d'un épais brouillard qui semblait étouffer tous les bruits, conférant à notre expédition nocturne une atmosphère mystérieuse et appropriée. Notre fiacre sillonnait les rues désertes, tel un navire naviguant à l'instinct, le claquement des sabots du cheval résonnant étrangement dans l'obscurité brumeuse.
Le professeur Pembroke nous accueillit à sa porte avec un soulagement évident, même si son visage affichait l'expression hagarde de quelqu'un ayant enduré plusieurs nuits blanches. « Monsieur Holmes, docteur Watson, » murmura-t-il, comme s'il craignait que parler à voix haute ne précipite le phénomène même que nous étions venus observer. « Je ne peux vous dire à quel point je vous suis reconnaissant de votre présence. » L'attente a été presque insupportable. Nous fûmes rapidement conduits dans la maison, et à travers les couloirs faiblement éclairés, nous fûmes conduits au bureau, où une unique lampe à huile projetait des ombres dansantes sur ce décor familier. L'étui à violon reposait sur le bureau en acajou, exactement comme nous l'avions laissé ce matin-là, même si j'avais l'impression de déceler une atmosphère presque pleine d'attente dans l'air même de la pièce. Holmes commença immédiatement à se positionner à différents endroits de la chambre, testant les lignes de visée et calculant apparemment les angles d'observation. « Professeur, » dit-il doucement, « à quelle heure la musique a-t-elle commencé les fois précédentes ?»« 11h47 précises, monsieur Holmes. J'ai minuté l'heure, comme vous l'aviez demandé. » Holmes consulta sa montre de poche. « Nous avons 12 minutes pour nous préparer. Watson, je vous demande de vous placer près de la fenêtre, d'où vous pourrez observer le violon et la pièce dans son ensemble. Professeur, restez près de la porte, prêt à éclairer si je vous le demande. »« Et où vas-tu te poster ?» demandai-je. « Je serai derrière la bibliothèque, d'où je pourrai observer le spectacle sous un angle inattendu. » Holmes se plaça à l'endroit indiqué, s'assurant de bien voir l'étui à violon tout en restant hors de vue. Maintenant, nous devons observer un silence absolu jusqu'à la fin de la représentation. Quoi que nous voyions, aussi surprenant soit-il, nous ne devons intervenir qu'après mon signal. Les 10 minutes suivantes s'écoulèrent avec une lenteur angoissante. Le brouillard extérieur semblait se presser contre les fenêtres avec une présence presque malveillante, et le bruit occasionnel d'un fiacre lointain ou d'un fêtard ne faisait qu'accentuer le profond silence qui régnait dans la maison. Le professeur Pembroke se tenait figé près de la porte, le visage pâle à la lumière de la lampe, tandis que Holmes restait immobile derrière son étagère de livres, une ombre parmi les ombres. À 11h46, Holmes leva la main dans un geste imposant le silence absolu. Le silence dans la pièce devint si complet que j'entendis le tic-tac de l'horloge de la cheminée, avec une clarté saisissante, chaque seconde marquant avec une précision mécanique, à mesure que l'heure approchait. 11h47. Pendant un instant, rien ne se produisit, et je commençai à me demander si le mystérieux phénomène n'avait pas enfin cessé. Puis, sans prévenir, le silence fut rompu par les notes pures et envoûtantes d'une mélodie de violon. L'effet était tout à fait extraordinaire. Comme l'avait décrit le professeur Pembroke, la musique semblait émaner de l'étui du violon lui-même, même si dans la pénombre, je ne pouvais discerner immédiatement la source du son. La mélodie était bien le caprice numéro 24 de Paganini, interprété avec une perfection technique qui aurait mis au défi même le virtuose le plus accompli. Mais ce n'était pas seulement la beauté de la musique qui me captivait, c'était le spectacle impossible qui l'accompagnait. Car là, clairement visible à la lumière de la lampe, l'archet du violon se déplaçait effectivement sur les cordes, avec des mouvements fluides et précis, tandis que des doigts invisibles semblaient danser sur la touche, créant les doigtés complexes nécessaires à un morceau aussi exigeant. J'avoue que pendant un instant, la partie rationnelle de mon esprit a tout simplement refusé d'accepter ce que mes yeux me rapportaient. L'instrument semblait jouer avec l'habileté d'un maître musicien, et pourtant, aucune intervention humaine n'était visible à proximité du bureau. Le concert dura environ 3 minutes, la mélodie envoûtante emplissant le bureau de sa beauté éthérée. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la musique cessa. L'archet reprit doucement sa place dans l'étui, et le violon redevint silencieux, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Pendant quelques instants, aucun de nous ne bougea. Le charme de cette performance impossible semblait flotter dans l'air comme de l'encens, et j'hésitais presque à rompre le profond silence qui s'était installé dans la pièce. Ce fut Holmes qui s'agita le premier,
émergeant de sa cachette avec cette expression d'intense satisfaction qui indiquait invariablement une expérience réussie. « Fascinant », murmura-t-il en s'approchant de l'étui à violon avec une détermination évidente. « Absolument fascinant. »« Mon cher Holmes, » commençai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « au nom du ciel, de quoi venons-nous d'être témoins ? Nous avons assisté, Watson, à une démonstration des plus ingénieuses de physique appliquée et de génie mécanique. » Holmes sortit le violon de son étui et commença à l'examiner à la loupe, insistant particulièrement sur la zone autour du chevalet et des ouïes. « Professeur Pembroke, auriez-vous l'amabilité d'approcher cette lampe ?» Tandis que la lumière supplémentaire éclairait l'instrument, Holmes poursuivit son examen avec une précision méthodique. « Ah, dit-il au bout d'un moment, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Demanda le professeur Pembroke en se penchant en avant, anxieux. Holmes désigna un fil presque invisible qui semblait émerger de l'intérieur du violon, si fin qu'il était à peine perceptible, même à la loupe. « Voici, messieurs, comment notre mystérieux musicien réalise son incroyable performance. »« Un fil ?» demandai-je en m'approchant pour examiner la découverte de Holmes. « Mais comment un simple fil peut-il permettre à l'instrument de jouer tout seul ? » Pas simple du tout, Watson, mais plutôt ingénieusement complexe. Holmes traça du doigt le chemin du fil, le suivant du violon jusqu'au fond du pupitre. Ce fil est relié à un dispositif mécanique dissimulé dans le pupitre lui-même, un dispositif capable de manipuler l'archet et les doigtés avec une précision remarquable. Le professeur Pembroke s'affala sur une chaise à proximité, le visage mi-soulagé, mi-perplexe. Mais comment une telle chose est-elle possible ? Et qui a bien pu installer un tel mécanisme à mon insu ? Nous examinerons le « comment » dans un instant, répondit Holmes, commençant déjà à examiner le bureau. Quant au « qui », je crois que nous pouvons formuler une hypothèse éclairée grâce à nos découvertes de l'après-midi. Holmes sortit de sa poche un petit outil, un fin objet métallique que je reconnus comme un crochet, et commença à manipuler ce qui semblait être une poignée de tiroirs anodine sur le côté du bureau. Après un instant de manipulation, le panneau latéral s'ouvrit sur des charnières dissimulées, révélant une cavité dans le bureau contenant un ensemble de composants mécaniques inédits. « Voici », annonça Holmes, « le secret du violon automatique. » Le mécanisme était une véritable merveille d'ingénierie miniature. Une série d'engrenages et de ressorts délicats étaient reliés à de fins fils qui s'étendaient vers le haut à travers des trous soigneusement percés dans le plateau. Un petit moteur électrique, pas plus gros qu'un poing, fournissait la puissance motrice, tandis qu'un système complexe de cames et de leviers contrôlait la synchronisation et le mouvement précis des différents composants. « Mais Holmes, protestai-je, même si un tel appareil pouvait déplacer l'archet et manipuler les cordes, comment pourrait-il produire une musique d'une telle complexité et d'une telle beauté ? » Excellente question, Watson. La réponse se trouve ici. Holmes désigna ce qui semblait être un tambour cylindrique parsemé de centaines de minuscules broches métalliques. Il s'agit en fait d'un mécanisme de boîte à musique, mais d'une sophistication extraordinaire. Chaque broche correspond à une note et à un doigté spécifique, ce qui permet à l'appareil de reproduire les passages musicaux les plus complexes avec une précision parfaite. Le professeur Pembroke se leva de sa chaise et s'approcha du mécanisme révélé avec une fascination évidente. « Le savoir-faire est remarquable, » admit-il. « Mais quand un tel dispositif a-t-il pu être installé ? J'utilise ce bureau quotidiennement, et j'aurais sûrement remarqué une modification aussi importante. Ceci, professeur, nous amène à la question du timing et de l'opportunité. » Holmes commença à examiner le mécanisme de plus près, remarquant l'apparente nouveauté de certains composants. « Dites-moi, avez-vous fait effectuer des travaux sur ce bureau récemment ? Des réparations ou des retouches ?» Le professeur fronça les sourcils, concentré. « Eh bien oui, en effet. Il y a environ 3 semaines, j'ai remarqué qu'un des tiroirs était très coincé. J'ai fait venir un restaurateur de meubles pour le réparer. Le travail a duré près d'1 semaine. Et le nom de ce restaurateur ? Un certain monsieur Wilhelm Brenner. Il m'a été chaudement recommandé et son travail était vraiment exemplaire.
Le bureau a été rendu en parfait état et le tiroir coincé fonctionnait parfaitement. Holmes et moi échangâmes un regard entendu. Brenner, songea Holmes. Un nom germanique, pourrait-on dire. Professeur, ce monsieur Brenner avait-il un accent? En effet, il l'a fait. Autrichien ou allemand, devrais-je dire. C'était un artisan d'un talent évident, même s'il semblait particulièrement intéressé par l'étude elle-même. Il m'a posé plusieurs questions sur mes activités musicales et a manifesté un intérêt considérable pour le violon. Je vois. Holmes poursuivit son examen du dispositif mécanique, notant la position des différentes commandes et étudiant le mode de connexion des fils au violon. Cela explique beaucoup de choses. L'installation d'un tel mécanisme nécessiterait à la fois l'accès au bureau et une connaissance approfondie de sa fonction. Mais Holmes, ai-je interrompu, quel pourrait être le mobile d'une tromperie aussi élaborée? Pourquoi se donnerait-on tant de mal pour créer l'illusion d'un violon automatique? Avant que Holmes ne puisse répondre, notre attention fut attirée par un léger bruit provenant d'ailleurs dans la maison, le craquement caractéristique d'une planche de plancher sous le poids de quelqu'un. Holmes porta aussitôt un doigt à ses lèvres, signalant le silence absolu. Nous restâmes tous les trois immobiles, écoutant attentivement l'obscurité derrière la porte du bureau. Un autre craquement, plus proche cette fois, suivi de ce qui aurait pu être le doux murmure du tissu contre le bois. Holmes se dirigea furtivement vers la porte, nous faisant signe, à moi et au professeur Pembroke, de rester où nous étions. Il colla son oreille contre le bois, écoutant avec une concentration intense. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, et une grande silhouette vêtue de noir fit irruption dans la pièce. L'intrus traversa le bureau avec une familiarité évidente, se dirigeant droit vers le bureau où nous nous trouvions. « Je crains que vous n'arriviez trop tard, monsieur Brenner, » dit calmement Holmes en s'avançant dans la lumière de la lampe, les bras croisés. « Ou devrais-je dire, monsieur Blackwood, votre ingénieux mécanisme a déjà été découvert et examiné. » L'intrus s'arrêta net, son visage désormais clairement visible dans la lumière. C'était en effet un homme grand, aux traits anguleux et aquilins, au teint pâle, comme s'il passait beaucoup de temps à l'intérieur. Ses yeux sombres exprimaient un mélange de fureur et de calcul lorsqu'il comprit que ses plans soigneusement élaborés avaient été dévoilés. « Monsieur Sherlock Holmes, je suppose, » dit l'homme d'une voix à l'accent marqué, teinté d'un respect réticent. « Votre réputation d'ingérence dans les affaires d'autrui semble amplement méritée. » « Tout comme votre réputation de duperie élaborée et futile, » répondit Holmes froidement. « J'avoue toutefois que je suis curieux de comprendre ce que vous espériez obtenir avec cette mascarade. » L'homme, car il s'agissait bien du mystérieux Blackwood, redressa les épaules avec une fierté provocante. « Ce que j'espérais, monsieur Holmes, c'était acquérir l'un des plus beaux violons Stradivarius existants, par des méthodes qui ne laisseraient aucune trace de mon employeur. »« Ah !» dit Holmes en hochant la tête comme si une pièce du puzzle s'était mise en place. « La peur devait être votre arme. Fouiller le professeur Pembroke a bouleversé la situation avec des manifestations surnaturelles, puis apparaître comme son sauveur en lui proposant d'acheter l'instrument devenu une source de tourment plutôt que de joie. » Exactement. L'attachement du professeur au violon était bien connu, mais même les liens affectifs les plus forts peuvent être brisés par une pression psychologique suffisante. Quelques nuits supplémentaires de concerts mystérieux, dégénérant peut-être en phénomènes plus inquiétants, et il aurait été prêt à se séparer de l'instrument à n'importe quel prix. Le professeur Pembroke, qui avait écouté cet échange avec une indignation croissante, s'avança. « Vous m'auriez rendu fou pour de l'argent ?» Blackwood haussa les épaules avec une indifférence évidente. « La folie est un terme relatif, professeur. Je préfère la considérer comme de la persuasion créatrice. » Holmes s'approcha de notre visiteur inattendu, ses yeux gris glacés de dégoût. « Je pense, monsieur Blackwood, qu'il est temps que vous nous expliquiez précisément qui était votre mystérieux employeur et pourquoi il était si désireux d'acquérir le violon du professeur Pembroke par des moyens aussi sophistiqués. » Les lèvres de l'homme s'étirèrent en un sourire dénué de chaleur. « Je crains, monsieur Holmes, que cette information ne soit pas la mienne. Mon employeur accorde une importance primordiale à sa vie privée et la rémunère généreusement pour la préserver. Alors,
dit Holmes d'une voix calme. Vous seriez peut-être plus disposé à partager cette information avec l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Je pense qu'il serait très intéressé par vos activités ici ce soir. Pour la première fois, le sang-froid de Blackwood sembla légèrement vaciller. Il jeta un coup d'œil vers la porte, comme pour calculer ses chances de s'échapper, puis se tourna vers Holmes avec une réticence évidente. « Vous avez remporté cet engagement, monsieur Holmes, dit-il finalement, mais je crains que l'affaire soit loin d'être conclue. Mon employeur n'est pas homme à accepter la défaite avec grâce, et le violon lui reviendra un jour, d'une manière ou d'une autre. » Avant que nous puissions réagir, Blackwood éteignit brusquement la lampe à huile d'un coup sec, plongeant le bureau dans une obscurité totale. Dans la confusion qui suivit, nous entendîmes des pas rapides, le bruit de la fenêtre qui s'ouvrait brusquement, puis le silence. Lorsque le professeur Pembroke parvint à rallumer la lampe, nous nous retrouvâmes seuls dans le bureau. La fenêtre était grande ouverte, laissant entrer l'air brumeux de la nuit, et aucune trace de notre mystérieux visiteur ne se lisait. « Fini, » dit Holmes avec une frustration évidente, même si je soupçonne que ce soit loin d'être terminé, comme il l'a suggéré. Tandis que nous examinions à nouveau le mécanisme à la lumière retrouvée, je me suis demandé quel nouveau danger pouvait émerger de cette affaire apparemment close. Le violon qui jouait tout seul avait révélé son secret, mais ce faisant, il avait aussi révélé l'existence d'un mystère plus sinistre, celui impliquant des conspirateurs inconnus prêts à tout pour acquérir un seul instrument de musique. Qu'est-ce qui rendait le Stradivarius du professeur Pembroke si précieux qu'une campagne de guerre psychologique aussi élaborée ait été menée pour l'obtenir? Et qui était le mystérieux employeur que Blackwood avait refusé de nommer? Ces questions me hantaient, alors que nous nous apprêtions enfin à quitter la maison du professeur au petit matin, le dispositif mécanique désactivé et la menace immédiate apparemment passée. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que nous n'avions assisté qu'au premier mouvement d'une composition bien plus longue et dangereuse. Chapitre 5. L'ombre du passé. L'aube grise se levait déjà sur Londres lorsque Holmes et moi retournâmes enfin à Baker Street, tous deux un peu épuisés par notre aventure nocturne. Le mystère du violon automatique avait été résolu, mais les révélations de la soirée me troublaient plus que je ne me sentais soulagé. Cette supercherie mécanique, aussi ingénieuse fût-elle, n'était qu'un outil au service d'un dessein plus vaste et plus sinistre. Holmes semblait partager mon malaise, car il ne chercha pas à se mettre au lit malgré l'heure tardive. Au lieu de cela, il s'installa dans son fauteuil habituel et attrapa sa pipe, ses traits anguleux marqués par la profonde concentration qui accompagnait invariablement ses affaires les plus difficiles. « Watson, » dit-il en appliquant une allumette sur le bol, « nous avons résolu le mystère, mais ce faisant, nous avons découvert une question bien plus troublante. Qu'est-ce qui rend le violon du professeur Pembroke si précieux pour que quelqu'un puisse orchestrer une campagne aussi élaborée pour l'acquérir? Peut-être s'agit-il simplement de la valeur monétaire d'un véritable Stradivarius, ai-je suggéré, même si, même en prononçant ces mots, j'ai reconnu leur insuffisance. Un Stradivarius a certes de la valeur, mais il existe d'autres instruments de valeur égale, voire supérieure, que l'on pourrait acquérir par des moyens conventionnels. Non, Watson, ce violon possède une qualité qui le rend particulièrement désirable aux yeux de notre mystérieux adversaire. Holmes se leva et se dirigea vers son bureau, où il commença à trier divers papiers et correspondances. Je crois qu'il est temps que nous en apprenions davantage sur l'histoire de cet instrument, et en particulier sur le professeur Thornbury, l'homme qui l'a légué à notre client. Vous soupçonnez un lien entre le mentor du professeur et la menace actuelle? Je soupçonne, mon cher ami, que l'acquisition de ce violon par le professeur Thornbury il y a 30 ans a pu créer des ennemis dont le désir de vengeance a survécu à l'homme lui-même. Les heures matinales s'écoulaient lentement, tandis que Holmes envoyait une série de télégrammes à divers contacts à Londres et au-delà. Son réseau d'informateurs était vaste et varié, allant des gamins des rues aux universitaires, et j'avais depuis longtemps cessé de m'étonner de sa capacité à extraire des informations précises des sources les plus improbables. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que les premières réponses commencèrent à arriver,
Holmes lut chaque télégramme avec une attention particulière, prenant parfois des notes dans son carnet de notes ou recoupant des détails avec d'autres documents. « Très éclairant », murmura-t-il après avoir lu ce qui semblait être une communication particulièrement longue. Il semble que le séjour du professeur Aldrich Thornbury en Italie ait été bien plus riche en événements que notre client ne le pense. De quelle manière ? Holmes déposa le télégramme et me fixa de ce regard pénétrant qui indiquait qu'il s'apprêtait à partager une information d'une importance capitale. D'après mon correspondant à Rome, l'acquisition du violon par le professeur Thornbury en 1861 suscita une vive controverse dans les milieux musicaux italiens. L'instrument avait auparavant appartenu à la succession du comte Alessandro di Cagliostro, un petit noble, également collectionneur passionné d'instruments de musique rares. Et il y a eu un différend au sujet de la vente ? Plus qu'une simple dispute, Watson. Il semble que le comte di Cagliostro ait été assassiné peu avant que le violon ne tombe en possession du professeur Thornbury, et certains soupçonnaient l'Anglais d'avoir précipité la mort du noble afin d'acquérir l'instrument. Cette révélation m'a fait froid dans le dos. Vous ne sous-entendez tout de même pas que le professeur Thornbury était capable de meurtre ? Je ne suggère rien, Watson. Je rapporte simplement ce que mes investigations ont révélé. Le professeur Thornbury n'a jamais été formellement accusé d'aucun crime, et il est rentré en Angleterre avec le violon peu après la mort du comte di Cagliostro. L'affaire a apparemment été laissée là. Mais s'il y avait des soupçons... Exactement. S'il y avait des soupçons, certains auraient eu pensé que justice n'avait pas été rendue, et si le comte di Cagliostro avait de la famille ou des proches, il pourrait nourrir un ressentiment qui perdurerait pendant des décennies. Holmes retourna à sa correspondance, parcourant plusieurs autres télégrammes avant d'en sélectionner un qui sembla retenir son attention. « C'est très intéressant, » dit-il au bout d'un moment. « Mon enquête auprès des autorités italiennes m'a permis d'obtenir des informations sur la famille survivante du comte di Cagliostro. Ils vivent encore ? Le comte avait un frère cadet, le baron Victor di Cagliostro, qui a fui l'Italie peu après le meurtre et a passé les années suivantes à se constituer une fortune considérable dans diverses capitales européennes. Plus important encore, Watson, le baron est connu pour son obsession de retrouver des objets ayant appartenu au domaine familial. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit, même si le tableau d'ensemble restait désespérément flou. Vous croyez que ce baron di Cagliostro est le mystérieux employeur de Blackwood. Cela expliquerait certainement les efforts extraordinaires qu'il a déployés pour acquérir le violon. S'il pense que le professeur Thornbury a assassiné son frère pour obtenir l'instrument, il considérerait sa récupération comme une question d'honneur familial et de justice personnelle. Mais après 30 ans, il ne pouvait sûrement plus prétendre légalement au violon. Les revendications juridiques, Watson, ne sont pas toujours les motivations les plus convaincantes pour des hommes mus par l'obsession et la vengeance. Et si le baron di Cagliostro a bel et bien passé 3 décennies à ruminer la mort de son frère et la perte des trésors familiaux, il s'est peut-être convaincu que tous les moyens étaient bons pour parvenir à ses fins. Notre discussion fut interrompue par l'arrivée de Madame Hudson, qui apparut sur le seuil, l'air très inquiet. « Pardon, monsieur Holmes, mais il y a un jeune agent en bas qui dit qu'il doit vous parler immédiatement. Il semble très agité. » « Faites-le venir immédiatement, Madame Hudson. » L'agent de police qui est apparu dans notre salon était effectivement dans un état de grande détresse. C'était un jeune homme, probablement âgé de 25 ans à peine, avec le visage sérieux de quelqu'un qui découvre les complexités du travail policier. Son uniforme était en désordre, et une lueur sauvage dans son regard trahissait un choc récent. « Monsieur Holmes, » commença-t-il sans préambule, « l'inspecteur Lestrade m'a envoyé vous chercher immédiatement. Il s'est produit un terrible incident impliquant le professeur que vous aidiez, le professeur Pembroke. » Holmes se releva aussitôt. « Que s'est-il passé ?»« Sa maison, monsieur, a été cambriolée. Le professeur est indemne, mais son bureau a été entièrement saccagé. Tous les meubles ont été renversés, tous les livres jetés de leurs étagères. On dirait qu'une tornade a traversé la pièce. »« Et le violon ?» Le visage du gendarme devint encore plus grave. « Disparu, monsieur. Le violon et son étui ont complètement disparu. » Holmes attrapait déjà son manteau et son chapeau. « Watson, il faut y aller immédiatement. »
Agent, le professeur Pembroke est-il toujours à la maison? Oui, monsieur, même s'il est dans un état lamentable. Il n'arrête pas de dire qu'il aurait dû écouter le monsieur qui l'a prévenu que ce n'était pas fini. Tandis que nous avancions à grands pas dans les rues en direction de Kensington, je m'émerveillais de l'audace des agents du baron di Cagliostro. Entrer par effraction dans une maison en plein jour et la saccager de manière aussi minutieuse suggérait soit une imprudence désespérée, soit une confiance absolue en leur capacité à échapper aux conséquences de leurs actes. Le spectacle qui nous attendait à la résidence du professeur Pembroke était véritablement dévasté. Le bureau, qui avait été un havre de paix lors de notre dernière visite, semblait maintenant avoir été frappé par une catastrophe naturelle. Des livres jonchaient le sol, les pages déchirées et piétinées. Le bureau avait été renversé et partiellement démonté, ses tiroirs arrachés et leur contenu éparpillé dans la pièce. Même le portrait du professeur Thornbury avait été arraché du mur et lacéré à l'aide d'un instrument tranchant. Le professeur Pembroke était assis dans ce qui restait de son fauteuil préféré, le visage pâle et les mains tremblantes de stupeur. L'inspecteur Lestrade se tenait à proximité, son carnet à la main, même s'il semblait peu avancé dans son enquête. « Holmes !» s'exclama Lestrade en entrant dans le bureau dévasté. « Heureusement que vous êtes là. C'est le cambriolage le plus minutieux que j'ai jamais vu. Celui qui a fait ça cherchait quelque chose de précis, et il n'a pas été très gentil. »« En effet, » répondit Holmes, son regard perçant commençant déjà à examiner systématiquement les débris. « Professeur Pembroke, j'imagine que vous n'étiez pas présent lorsque cela s'est produit. » Le professeur leva les yeux, l'air hanté. « J'étais allé à l'université pour mes cours de l'après-midi. À mon retour à 16 heures, j'ai trouvé ceci. » Il fit un geste impuissant en direction de la destruction qui nous entourait. « Et le violon était le seul objet volé ? » Pour autant que je sache, oui. Il ne semblait intéressé par rien d'autre. Ni mon argenterie, ni mes quelques bijoux, ni même l'argent liquide que je garde dans le tiroir de mon bureau. Seulement le Stradivarius. Holmes s'agenouilla parmi les papiers éparpillés, examinant plusieurs documents arrachés de leur chemise. « Il semble qu'il s'agisse de correspondances relatives à la succession du professeur Thornbury, » observa-t-il. « Ont-ils été fouillés ? » Soigneusement, confirma le professeur Pembroke. Chaque lettre, chaque document relatif à mon héritage du professeur Thornbury a été examiné et mis de côté. Très révélateur. Holmes poursuivit son examen, accordant une attention particulière aux zones où le bureau avait été démonté. Ils étaient au courant de l'existence du dispositif mécanique, bien sûr, et voulaient s'assurer qu'il ne restait aucune trace de leurs activités antérieures. Lestrade parut perplexe. « Un dispositif mécanique ? Holmes, qu'as-tu découvert exactement sur cette affaire ?» Tandis que Holmes résumait brièvement nos aventures de la nuit précédente à l'inspecteur, je me suis mis à étudier plus attentivement le déroulement des destructions. Il y avait effectivement quelque chose de systématique dans ce chaos. Les intrus n'avaient là pas simplement saccagé la pièce avec frénésie, mais avaient méthodiquement fouillé toutes les cachettes possibles. « Holmes !» dis-je en attirant son attention vers un coin précis de la pièce. « Observez comment le plancher a été soulevé ici. Il cherchait quelque chose de caché sous le plancher. » Excellente observation, Watson. Holmes s'approcha pour examiner la zone que j'avais indiquée, remarquant les traces d'outils récentes sur les planches de bois. Il soupçonnait le professeur Thornbury d'avoir caché d'autres objets liés à l'histoire du violon. « Mais sûrement, » protesta le professeur Pembroke, « si le professeur Thornbury avait caché quelque chose d'important, il m'en aurait parlé lorsqu'il m'a légué le violon. » Holmes se redressa, l'air pensif. « Pas forcément, professeur. Si le professeur Thornbury se sentait coupable des circonstances de l'acquisition du violon, il aurait bien pu en dissimuler les preuves, espérant que son secret disparaîtrait avec lui. Quel genre de preuves ? Des documents, peut-être une correspondance avec le comte di Cagliostro, avant sa mort, ou des documents relatifs à la transaction ayant mené au changement de propriétaire du violon. Tout ce qui pourrait permettre de déterminer si le professeur Thornbury était effectivement responsable du meurtre du comte. Lestrade suivait cette conversation avec un intérêt croissant. « Holmes,
Suggérez-vous que ce cambriolage est lié à des événements survenus il y a 30 ans en Italie? Je suggère, Lestrade, que le passé a tendance à projeter de longues ombres et que certains hommes sont prêts à tout pour régler leurs comptes. Holmes commença à rassembler plusieurs documents éparpillés, les examinant attentivement avant de les mettre de côté. « Professeur Pembroke, je vous demande de bien réfléchir. Le professeur Thornbury a-t-il jamais mentionné quoi que ce soit d'inhabituel concernant son séjour en Italie? Des difficultés qu'il aurait rencontrées, des ennemis qu'il aurait pu se faire ?» Le professeur fronça les sourcils, concentré. Il parlait rarement de ces années italiennes, même si j'ai toujours pensé que c'était simplement parce qu'elles étaient si lointaines. Mais maintenant que vous le mentionnez, il y a eu une occasion. Il marqua une pause, comme s'il essayait de capturer un souvenir fugace. Continuez, s'il vous plaît. C'était peut-être 6 mois avant sa mort. Il était malade et je pense qu'il sentait que son temps était compté. Il m'a invité à venir dans son bureau et m'a longuement parlé des responsabilités qu'impliquait l'héritage du violon. Quel genre de responsabilité? Il a dit que cet instrument était à la fois un fardeau et une bénédiction. Il a parlé de vieilles dettes qui pourraient un jour arriver à échéance et m'a averti que certains pourraient contester mon droit de le posséder. À l'époque, j'ai pensé qu'il parlait métaphoriquement de la responsabilité de prendre soin d'un instrument aussi précieux. Holmes échangea un regard significatif avec moi. A-t-il mentionné des noms? Des individus en particulier qui pourraient poser un tel défi? Il a mentionné un nom, Cagliostro. Il a dit que si quelqu'un portant ce nom me contactait au sujet du violon, je devrais être extrêmement prudent. Et pourtant, vous avez apparemment oublié cet avertissement lorsque Blackwood vous a contacté au sujet de l'achat de l'instrument. Le visage du professeur Pembroke s'empourpra d'embarras. J'avoue que cet avertissement m'avait complètement échappé. La maladie du professeur Thornbury durant ces derniers 2 mois rendait parfois ces conversations décousues et déconnectées de la réalité. Je crains de ne pas avoir pris ces inquiétudes aussi au sérieux que j'aurais dû. L'après-midi s'écoulant, Holmes poursuivit son examen méticuleux du bureau détruit, prenant occasionnellement des notes ou ramassant de petits objets qui semblaient attirer son attention. Ce n'est que vers le soir qu'il se déclara satisfait de son enquête. « Lestrade, dit-il alors que nous nous apprêtions à partir, je pense que vous constaterez que ce cambriolage a été commis par les mêmes individus responsables de la supercherie mécanique que nous avons découverte hier soir. Ils ont atteint leur objectif immédiat en récupérant le violon, mais je soupçonne que leurs objectifs ultimes vont bien au-delà du simple vol. Que veux-tu dire ? Je veux dire que le baron Victor di Cagliostro, car je suis convaincu qu'il est derrière ces événements, ne se contentera pas de posséder le violon de son frère. Il pense que le professeur Thornbury a commis un meurtre pour se l'approprier, et il exigera justice pour ce crime ainsi qu'une réparation pour sa perte. Mais le professeur Thornbury est mort depuis 5 ans, ai-je souligné. En effet, Watson, ce qui signifie que le désir de vengeance du baron di Cagliostro va désormais se concentrer sur sa prochaine cible, le professeur Pembroke lui-même. Les implications de cette déclaration ont jeté un froid sur notre petit groupe. Le professeur Pembroke, qui avait déjà enduré le supplice psychologique du violon automatique et la violation de son domicile, risquait désormais de devenir la cible d'une vendetta qui se préparait depuis 30 ans. « Que voulez-vous que je fasse, monsieur Holmes ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pour l'instant, professeur, vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité personnelle. Variez vos habitudes, évitez de voyager seul et soyez attentif aux moindres signes d'observation ou de filature. » Holmes marqua une pause, l'air grave. « Mais surtout, vous devez m'aider à découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé en Italie il y a 30 ans. Ce n'est qu'en comprenant toutes les circonstances de la mort du comte Alessandro di Cagliostro que nous pourrons espérer vous protéger de la vengeance de son frère. » Alors que nous quittions enfin cette maison dévastée, je me demandais si les remarquables capacités de déduction de Holmes suffiraient à percer un mystère dont les origines se situaient avant même notre rencontre. Le violon qui avait joué tout seul était désormais silencieux, son secret mécanique révélé. Mais le drame humain qui avait donné naissance à cette supercherie était loin d'être clos.
En effet, je soupçonnais que les mouvements les plus dangereux de cette composition mortelle restaient à exécuter. Chapitre 6. Le gambit du baron. Le lendemain matin, un événement apporta un éclairage nouveau sur notre enquête. Holmes et moi avions à peine terminé notre petit déjeuner que Madame Hudson apparut à notre porte, portant un plateau en argent sur lequel reposait une enveloppe de papier de la plus haute qualité, scellée de ce qui semblait être les armoiries d'un noble. Ceci a été remis par un valet de pied en livrée il y a moins de 10 minutes, annonça-t-elle, son ton suggérant qu'une telle correspondance officielle était rare dans nos humbles logis. Le monsieur a insisté sur le caractère absolument urgent de la chose. Holmes examina attentivement l'enveloppe avant d'en briser le sceau de cire, remarquant l'élégante écriture de notre adresse et le symbole héraldique qui ornait la fermeture. « Un savoir-faire italien, » murmura-t-il, « et de la plus haute qualité. » La lettre à l'intérieur était écrite sur du papier assorti de la même écriture élégante, bien que le contenu se soit avéré bien plus inquiétant que la présentation raffinée pourrait le suggérer. Monsieur Sherlock Holmes, votre réputation d'homme intelligent et discret a atteint les plus hautes sphères de la société continentale. Je vous écris pour vous informer que certains événements récents à Londres ont attiré mon attention, notamment ceux concernant un instrument de musique d'une importance considérable pour ma famille. Je crois que le temps est venu d'aborder franchement des questions restées trop longtemps cachées. Le professeur Aldrich Thornbury a commis un crime grave contre ma maison il y a 30 ans. Et la justice pour ce crime a trop tardé. L'acquisition du violon de mon frère n'était que la première étape d'un règlement de compte qui aurait dû être réglé il y a des décennies. Je propose une réunion ce soir à 20h au Club Diogène, où nous pourrons discuter de ces questions en hommes civilisés. J'espère que vous apprécierez la sagesse d'accepter cette invitation, car les autres arrangements que je pourrais être contraint de prendre seraient considérablement moins agréables pour tous. Votre obéissant serviteur, baron Victor di Cagliostro. Holmes déposa la lettre avec une expression de satisfaction sombre. Ainsi, notre mystérieux adversaire émerge enfin de l'ombre. Il semble que le baron ait décidé que le subterfuge avait fait ses preuves et que le temps était venu d'agir plus directement. « Le Club Diogène ?» demandai-je, reconnaissant le nom de l'établissement exclusif de Mycroft Holmes. « Il ne veut sûrement pas nous y retrouver ?» « Oh, mais je crois qu'il le peut, Watson. Le baron a manifestement fait ses recherches, et il sait que la réputation de discrétion et de neutralité du Club Diogène en fait un lieu idéal pour des négociations délicates. De plus, son choix de lieu témoigne d'une grande sophistication. Il comprend les subtiles dynamiques de la société londonienne. »« Tu as l'intention d'accepter son invitation ?» ?»« En effet. Cette rencontre représente notre meilleure occasion de comprendre l'ampleur des objectifs du baron di Cagliostro et peut-être de négocier une solution à cette affaire qui n'implique pas de nouvelles violences. J'avoue que l'empressement apparent de Holmes à tomber dans ce qui semblait être un piège évident m'a profondément perturbé. Vous ne croyez sûrement pas aux promesses de cet homme concernant une discussion civilisée ? Après ce que nous avons vu hier chez le professeur Pembroke, je ne fais confiance au baron di Cagliostro, Watson, qu'à son intelligence et à sa détermination. Mais je crois qu'il est sincère dans son désir de rencontre. Un homme qui a passé 30 ans à préparer sa vengeance a peu de chances d'abandonner ce projet au profit d'une embuscade grossière. Holmes passa le reste de la matinée à préparer notre rendez-vous du soir, expédiant plusieurs télégrammes et prenant des dispositions qu'il refusa d'expliquer en détail. Il était clair, cependant, qu'il ne voulait prendre aucun risque pour notre sécurité, malgré sa confiance apparente dans les intentions civilisées du baron. À l'approche du soir, nous avons traversé les rues familières de St. James's en direction de l'imposant édifice du Diogenes Club. Le brouillard qui enveloppait Londres depuis plusieurs jours ne semblait pas près de se dissiper, et les réverbères à gaz projetaient des cercles vacillants de lumière jaune qui semblaient accentuer plutôt que dissiper l'obscurité grandissante. Le club Diogénès lui-même présentait son habituelle façade de respectabilité austère. Le portier âgé qui nous accueillait se déplaçait avec l'efficacité silencieuse qui caractérisait tous les domestiques du club, nous guidant à travers les couloirs feutrés jusqu'à une petite salle à manger privée au 2e étage.
Le baron Victor di Cagliostro nous attendait déjà. C'était un homme d'une 60aine d'années, grand et distingué, aux traits anguleux et au teint pâle qui suggéraient une noble origine. Ses cheveux noirs étaient striés d'argent aux tempes, et son regard exprimait l'intelligence froide de quelqu'un habitué à commander. Il portait une tenue de soirée impeccable, et une chevalière ornée du même symbole héraldique que celui que nous avions vu sur sa lettre, brillait à sa main gauche. « Monsieur Holmes, dit-il en se levant à notre entrée, « Docteur Watson, merci d'avoir accepté mon invitation. Veuillez vous asseoir. J'ai pris la liberté de commander à dîner, car je crains que notre conversation ne soit longue. » Le repas qui suivit fut un véritable voyage dans l'attention. Le baron se révéla un interlocuteur cultivé, abordant des sujets allant de l'art italien au développement architectural londonien, avec une connaissance et une sophistication évidentes. Pourtant, sous ses manières raffinées, je percevais l'intensité maîtrisée d'un homme animé par des griefs profonds et anciens. Ce n'est que lorsque les domestiques se furent retirés et que nous fûmes seuls avec notre cognac, que le baron aborda enfin la question qui nous avait réunis. « Messieurs, commença-t-il d'une voix plus dure, je crois que vous avez déjà compris la nature de mon intérêt pour les événements récents. Le violon volé hier, soir chez le professeur Pembroke, appartient à ma famille depuis près de 2 siècles. Sa perte a été une source de douleur éternelle. » Holmes se renversa dans son fauteuil, ses yeux gris fixés sur notre hôte avec une attention constante. « Vous croyez que le professeur Thornbury a assassiné votre frère pour acquérir l'instrument ? Je ne me contente pas d'y croire, monsieur Holmes, je le sais. J'ai passé 30 ans à rassembler des preuves du crime de Thornbury, et je peux prouver sans l'ombre d'un doute qu'il est responsable de la mort de mon frère Alessandro. Alors pourquoi n'avez-vous pas présenté ces preuves aux autorités compétentes ? » Le sourire du baron était dépourvu de chaleur. Les autorités compétentes, comme vous les appelez, se sont montrées peu intéressées par la mort d'un noble Italien, alors qu'il n'y avait aucun intérêt évident à poursuivre l'affaire. De plus, le professeur Thornbury était un Anglais de bonne réputation, tandis que mon frère, eh bien, Alessandro avait certaines habitudes qui le rendaient vulnérable aux accusations d'inconvenance. Quel genre d'habitudes ? Mon frère était un joueur passionné, monsieur Holmes, et il n'avait pas toujours de succès. Il avait accumulé des dettes considérables auprès de personnes peu recommandables, et certains ont suggéré que sa mort pourrait être due à son incapacité à satisfaire ses créanciers. Holmes hocha la tête d'un air pensif. Une explication commode qui détourna les soupçons du professeur Thornbury. Exactement. Mais je connaissais mon frère et les véritables circonstances de sa mort. Alessandro n'aurait jamais vendu le violon de son plein gré. C'était la fierté de notre collection familiale, et il comprenait son importance historique. Le fait qu'il soit entré en possession de Thornbury, si peu de temps après le meurtre d'Alessandro, ne pouvait être qu'une simple coïncidence. Et pourtant, ai-je interrompu, vous avez laissé passer 30 ans sans demander justice pour ce crime présumé. Les yeux du baron brillèrent d'une colère passagère. J'étais alors un jeune homme, docteur Watson, sans les ressources ni les relations nécessaires pour poursuivre un criminel étranger au-delà des frontières internationales. J'ai dû me contenter d'accumuler la richesse et l'influence qui me permettraient d'obtenir la justice que les voies officielles m'avaient refusée. Il se leva de sa chaise et s'approcha de la fenêtre, contemplant la rue en contrebas, enveloppée de brouillard. Le professeur Thornbury a bien vécu grâce à son crime, menant une brillante carrière universitaire et jouissant du respect de ses collègues. Mais je n'ai jamais oublié et je n'ai jamais pardonné. Lorsque la nouvelle de sa mort m'est parvenue il y a 5 ans, j'ai pensé que l'affaire était peut-être close. Mais j'ai ensuite appris qu'il avait légué le violon à son protégé, et j'ai compris que justice était peut-être encore possible. « Justice ?» demanda Holmes. « Ou vengeance ? Y a-t-il vraiment une distinction, monsieur Holmes ? Le professeur Pembroke est peut-être innocent des crimes de son mentor, mais il est l'héritier d'un bien volé, et il doit en assumer les conséquences. » Les implications de cette déclaration étaient effrayantes. Que comptez-vous faire exactement du professeur Pembroke ? Le baron di Cagliostro regagna son siège, ses manières redevenues calmes et civilisées. Cela dépend en grande partie, messieurs, de sa volonté de coopérer à mon enquête.
Je possède certains documents qui prouvent à la culpabilité du professeur Thornbury, au-delà de tout doute raisonnable. Si le professeur Pembroke accepte de confesser publiquement les crimes de son mentor et de réparer intégralement la perte subie par ma famille, je suis prêt à le traiter avec générosité. Et s'il refuse? Le sourire du baron était aussi froid que le gel hivernal. Alors je serai contraint d'emprunter d'autres voies pour obtenir justice. Le professeur Thornbury est peut-être au-delà de toute punition terrestre, mais il existe d'autres moyens d'équilibrer la balance de la justice. Holmes était resté silencieux tout au long de cet échange, les doigts croisés sous le menton, dans cette attitude de profonde concentration que je connaissais si bien. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait une note d'autorité tranquille qui semblait emplir la pièce. « Baron di Cagliostro, dit-il, vous parlez de preuves et de documents prouvant la culpabilité du professeur Thornbury. Je serais très intéressé d'examiner ces documents. Je crains que ce ne soit pas possible, monsieur Holmes. Les documents en question sont bien trop sensibles pour être communiqués à des personnes extérieures, quelle que soit leur réputation de discrétion. Alors, vous devez comprendre que je ne peux pas conseiller au professeur Pembroke d'accepter vos conditions sans avoir au préalable vérifié la validité de vos affirmations. Un homme d'une intelligence aussi manifeste que la vôtre reconnaît sans doute le bien fondé de cette position. » Le baron réfléchit quelques instants, ses yeux sombres scrutant Holmes avec une intensité calculatrice. « Très bien, dit-il finalement. Je suis prêt à faire un compromis. Demain soir, je ferai examiner par vous certains documents qui démontreront la véracité de mes accusations. Mais je vous préviens, monsieur Holmes, une fois que vous aurez pris connaissance de ces preuves, vous serez contraint d'admettre que la justice est de mon côté. Et la sécurité du professeur Pembroke en attendant? Le professeur Pembroke est en parfaite sécurité tant qu'il ne tente pas d'interférer avec mes plans. Cependant, s'il avait l'imprudence de contacter la police ou de tenter de fuir Londres, je ne pourrais garantir son bien-être. » Holmes se leva de sa chaise, signalant la fin de notre entretien. « J'attendrai votre communication concernant les dispositions prises pour demain soir. Mais je dois vous avertir, baron, si le professeur Pembroke subit un quelconque préjudice avant la résolution de cette affaire, vous constaterez que votre différend ne concerne plus un seul universitaire, mais l'ensemble du droit anglais. Je n'en attendais pas moins d'un homme de votre réputation, monsieur Holmes. À demain soir, alors. » Alors que nous traversions les couloirs silencieux du club Diogène et que nous débouchions dans la rue brumeuse, je me suis senti profondément troublé par les révélations de la soirée. Le baron di Cagliostro s'était présenté comme un homme en quête de justice pour un tort ancien, mais quelque chose dans son attitude suggérait que ses motivations étaient bien plus complexes et potentiellement dangereuses qu'une simple vengeance. « Holmes, dis-je alors que nous marchions vers la station de taxi la plus proche, croyez-vous son histoire sur la culpabilité du professeur Thornbury? Je crois que le baron di Cagliostro est convaincu de sa véracité, répondit Holmes prudemment. Reste à savoir si cette conviction repose sur des preuves tangibles ou sur 30 années d'obsession tenace. Et sa menace contre le professeur Pembroke? C'est bien réel, Watson. Le baron n'a pas passé 3 décennies à préparer sa vengeance pour l'abandonner maintenant à cause de notre ingérence. La réunion de demain soir pourrait être notre dernière chance de trouver une solution pacifique à cette affaire. Alors que notre fiacre nous transportait à travers les rues sombres en direction de Baker Street, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous étions inexorablement attirés vers une confrontation finale qui déterminerait non seulement le sort du professeur Pembroke, mais aussi la résolution ultime d'un crime qui avait jeté son ombre sur 3 décennies. Le violon qui s'était joué tout seul était désormais silencieux, mais la musique mortelle de la vengeance continuait de jouer dans l'ombre de Londres, s'élevant vers un crescendo qui menaçait de tout détruire sur son passage. Le jeu, comme Holmes le disait souvent, était bel et bien en cours, mais cette fois, les enjeux étaient plus élevés que tout ce que nous avions rencontré auparavant, et l'issue restait dangereusement incertaine. Chapitre 7. Le poids de la preuve. Le lendemain de notre rencontre avec le baron di Cagliostro, l'aube se leva avec une clarté inhabituelle, comme si le brouillard perpétuel qui avait enveloppé Londres la semaine précédente s'était enfin dissipé,
révélant la véritable nature des forces déployées contre nous. Holmes était déjà habillé et examinait sa correspondance lorsque je descendis dans notre salon, même si je remarquai que son petit déjeuner était resté intact, signe évident qu'il était entièrement absorbé par la complexité de notre affaire. « Des nouvelles du baron concernant le rendez-vous de ce soir ?» demandai-je en m'installant dans mon fauteuil, les journaux du matin à la main. « Pas encore, mais j'espère que nous aurons de ces nouvelles avant la fin de la journée. » Holmes mit de côté un télégramme et tourna son attention vers moi, avec ce regard pénétrant qui indiquait qu'il était parvenu à une conclusion importante. « Watson, j'ai longuement réfléchi à notre situation, et je crains que nous ne nous dirigions vers des circonstances bien plus périlleuses que ce que le baron di Cagliostro lui-même nous a laissé croire. De quelle manière ? Considérons les faits tels que nous les connaissons. Le baron a passé 30 ans à préparer sa vengeance, accumulant richesse et influence en prévision de ce moment. Il a démontré sa capacité à orchestrer des tromperies complexes par l'intermédiaire d'agents comme Blackwood, et n'a pas hésité à recourir au cambriolage et à l'intimidation lorsque la subtilité ne lui permettait pas d'atteindre ses objectifs. Holmes se leva et commença à arpenter la pièce comme à son habitude. Un tel homme n'invite pas son principal adversaire à examiner des preuves à moins d'être absolument certain que celles-ci seront convaincantes. Soit le baron possède des preuves authentiques de la culpabilité du professeur Thornbury, soit il a fabriqué des preuves si convaincantes qu'elles serviront tout aussi bien ses intérêts. Vous soupçonnez une contrefaçon ? Je soupçonne tout, Watson, jusqu'à preuve du contraire. Mais plus troublante encore est la question de savoir ce que le baron compte faire une fois qu'il nous aura convaincus de son cas. Un homme animé par 30 ans d'obsession ne se contentera probablement pas de reconnaître ses torts passés. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Hudson, portant le plateau d'argent familier, désormais associé aux communications de notre adversaire continental. Cette fois, cependant, le message était bref et concis. « Monsieur Holmes, ce soir à 20h, salon privé au-dessus du restaurant Moretti's à Soho. Venez seul. WC. » Holmes étudia attentivement la note, prêtant une attention particulière au filigrane du papier et au style de l'écriture. « Intéressant, » murmura-t-il. « Le baron a changé de lieu, et il insiste maintenant pour que j'y aille sans vous, Watson. »« Absolument pas, » dis-je fermement. « Je ne te laisserai pas tomber seul dans ce qui pourrait bien être un piège. Votre loyauté est appréciée, mon cher ami, mais dans ce cas précis, je pense que l'insistance du baron pour une rencontre en tête-à-tête pourrait jouer en notre faveur. S'il a vraiment l'intention de présenter des preuves plutôt que de recourir à la violence, il voudra s'assurer que notre discussion reste privée. De plus, si ses intentions sont hostiles, votre présence à l'extérieur du restaurant pourrait s'avérer plus précieuse que votre présence à l'intérieur. » Malgré mes vives objections, Holmes resta inflexible dans sa détermination à ne pas s'occuper de la nomination du baron. Il passa l'après-midi à prendre ce qu'il qualifia de « certaines dispositions », sans toutefois en préciser la nature. J'observai qu'il nettoyait et chargeait son revolver de service avec un soin inhabituel, et qu'il envoyait plusieurs messages à des adresses que je ne reconnaissais pas. À mesure que le soir approchait, Holmes se fit de plus en plus grave. « Watson, » dit-il en s'apprêtant à partir, « si je ne suis pas rentré avant minuit, vous devez immédiatement contacter l'inspecteur Lestrade et lui fournir un compte-rendu complet de notre enquête. Plus important encore, vous devez veiller à ce que le professeur Pembroke soit placé sous protection policière sans délai. » « Holmes, tu ne crois sûrement pas. Je crois que le baron di Cagliostro est un homme d'une intelligence exceptionnelle et d'une détermination impitoyable, et qu'il n'a pas passé 3 décennies à préparer sa vengeance pour la laisser ensuite contrecarrer par les subtilités juridiques anglaises. La réunion de ce soir déterminera si cette affaire se terminera par la justice ou la tragédie. Le restaurant Moretti's de Soho était un établissement modeste qui s'adressait principalement à la communauté italienne de Londres, même si sa réputation d'excellence culinaire commençait à attirer une clientèle plus diversifiée. Le bâtiment lui-même était étroit et sans intérêt, coincé entre un bureau de tabac et un petit hôtel ayant connu des jours meilleurs. Holmes arriva à 8 heures précises, constatant que la salle à manger principale du restaurant était presque vide,
une observation suggérant que le baron avait pris des mesures pour préserver leur intimité. Un serveur le guida vers un escalier étroit à l'arrière de l'établissement, menant à une petite salle à manger privée au 2e étage. Le baron di Cagliostro était déjà assis à une table dressée pour deux, bien qu'aucun aliment ne fût visible. Devant lui se trouvait un portefeuille en cuir d'une épaisseur considérable, et son attitude suggérait un homme s'apprêtant à donner une conférence de la plus haute importance. « Monsieur Holmes », dit-il en se levant légèrement à l'entrée de Holmes, ponctuel comme toujours, « veuillez vous asseoir. J'espère que vous trouverez la présentation de ce soir éclairante. » Holmes prit la chaise indiquée, notant la disposition de la pièce et la position de son unique fenêtre avec l'analyse machinale d'un homme habitué depuis longtemps à évaluer les dangers potentiels. « J'avoue une grande curiosité quant aux preuves que vous prétendez détenir, baron. 30 ans, c'est long pour maintenir la certitude sur des événements survenus à l'étranger. » « C'est tout à fait vrai, monsieur Holmes. Mais 30 ans, c'est aussi suffisant pour rassembler des preuves qui satisferaient même l'observateur le plus sceptique. » Le baron ouvrit son portefeuille et en sortit une liasse de documents, qu'il disposa soigneusement sur la table. « Ce que je vais vous montrer représente l'aboutissement de 3 décennies d'enquête, menées dans de nombreux pays et impliquant des dépenses considérables. » Le premier document qu'il présenta était une lettre écrite en italien, portant ce qui semblait être un sceau officiel du gouvernement. « Ceci, expliqua le baron, est un rapport de la police romaine concernant les circonstances de la mort de mon frère. Comme vous pouvez le constater, il confirme qu'Alessandro a été retrouvé mort dans son bureau le matin du 15 mars 1861, apparemment tué d'un seul coup porté à la tête avec un objet lourd. » Holmes examina attentivement le document, notant les cachets et signatures officielles qui attestaient de son authenticité. La cause du décès semble assez claire, mais cela n'implique certainement pas spécifiquement le professeur Thornbury. Patience, monsieur Holmes, ceci n'est que le fondement sur lequel repose le reste de mon dossier. Le baron retira un deuxième document, un registre d'hôtel portant plusieurs signatures. Ceci établit que le professeur Thornbury était bien à Rome au moment du décès de mon frère, séjournant à l'hôtel Minerva sous son propre nom. La proximité n'est pas une preuve de culpabilité, baron. Tout à fait vrai. Mais réfléchissez à ceci. Le troisième document semblait être une lettre écrite en anglais, bien que le papier fût jauni par le temps et que l'encre fût passée au brun. Ceci est une communication du professeur Thornbury à un collègue en Angleterre, écrite 3 jours avant la mort de mon frère. Il y exprime sa détermination à acquérir le violon Cagliostro, quels que soient les obstacles qui pourraient se dresser sur sa route. Holmes lut la lettre avec un intérêt croissant. L'écriture semblait correspondre à des exemples du manuscrit du professeur Thornbury, qu'il avait vu parmi les papiers du professeur Pembroke, et le contenu était effectivement accablant. « Très intéressant, » admit-il. Mais encore une fois, le désir exprimé d'acquérir un objet n'implique pas nécessairement la volonté de commettre un meurtre. Peut-être pas, mais que diriez-vous d'une preuve directe d'une conspiration entre le professeur Thornbury et les créanciers de mon frère? Le baron produisit un autre document, celui-ci portant l'entête de ce qui semblait être une banque romaine. Cela établit que le professeur Thornbury a versé une somme substantielle à un certain Giuseppe Toriani, un prêteur connu pour avoir fait pression sur mon frère pour qu'il règle ses dettes de jeu. Cela implique que le professeur Thornbury a payé Toriani pour assassiner votre frère. Ce qui sous-entend, monsieur Holmes, c'est que le professeur Thornbury a organisé la mort de mon frère et, dans la confusion qui a suivi, a acquis le violon à une fraction de sa valeur réelle. La voix du baron exprimait une froide satisfaction. Mais j'ai gardé les preuves les plus convaincantes pour la fin. Il sortit un dernier document de son portefeuille, une confession écrite en italien et portant ce qui semblait être un sceau officiel. Ceci est la confession de Giuseppe Toriani sur son lit de mort, faite à un prêtre et attestée par 2 magistrats en 1875. Il y reconnaît avoir tué mon frère à l'instigation du professeur d'anglais qui lui avait promis assez d'argent pour fuir l'Italie et commencer une nouvelle vie en Amérique. Holmes lut les aveux avec une attention particulière,
notant la description détaillée du rôle du professeur Thornbury dans la planification du meurtre. S'il était authentique, le document constituait une preuve accablante de culpabilité. Impressionnant, reconnut Holmes, et pourtant, je dois faire remarquer que chacun de ces documents aurait pu être fabriqué par quelqu'un disposant de ressources et de détermination suffisantes. La question qui m'intéresse, baron, n'est pas de savoir si ces documents semblent authentiques, mais si vous les croyez tels. Les yeux du baron brillèrent de colère. Suggérez-vous que j'ai passé 30 ans à fabriquer des preuves pour étayer une fausse accusation ? Je suggère qu'un homme rongé par le chagrin et la colère pourrait se convaincre de vérités qui existent davantage dans son cœur que dans la réalité. Le désir de justice peut parfois transformer une supposition en certitude et un soupçon en preuve. Alors peut-être que ceci vous convaincra de ma sincérité. Le baron fouilla dans son manteau et en sortit un petit objet enveloppé de soie noire. Le déballant avec précaution, il révéla une dague ornée dont la lame était tachée de ce qui semblait être du sang séché. « C'est l'arme qui a tué mon frère, monsieur Holmes. Elle a été retrouvée cachée dans la chambre d'hôtel du professeur Thornbury par des agents que j'avais chargés de fouiller ses affaires après son départ précipité de Rome. » Holmes examina le poignard sans le toucher, remarquant les gravures élaborées sur son manche et la forme particulière de sa lame. « Vous prétendez qu'il a été trouvé en possession du professeur Thornbury ? » Caché dans un compartiment secret de sa malle de voyage. Le sang sur la lame correspond à la blessure qui a tué mon frère, et le poignard lui-même est de fabrication anglaise. Ce n'est pas vraiment l'arme qu'un criminel italien choisirait pour un tel acte. Les preuves étaient certes convaincantes, mais Holmes se sentait troublé par certaines incohérences qu'il ne parvenait pas à articuler. « Baron, en supposant pour l'instant que vos accusations soient fondées, qu'espérez-vous obtenir en me présentant ces preuves ? Le professeur Thornbury est au-delà de toute justice, et le professeur Pembroke n'est nullement responsable des crimes présumés de son mentor. Le professeur Pembroke porte la responsabilité du recel de biens volés et de l'exploitation des bénéfices d'un meurtre. Selon les lois de la plupart des nations civilisées, il serait tenu de restituer intégralement les biens à la famille de la victime. Et s'il refuse ? Le sourire du baron était dépourvu de chaleur. Il devra alors assumer les conséquences de ce refus. Justice différée n'est pas justice refusée, monsieur Holmes, et il existe d'autres tribunaux que ceux établis par le droit humain. Holmes se renversa dans son fauteuil, ses yeux gris observant le baron avec une attention particulière. Vous parlez de justice, mais ce que vous décrivez ressemble étrangement à de la vengeance. Dites-moi, baron, si le professeur Pembroke faisait les aveux et la restitution que vous exigez, cela satisferait-il vraiment votre désir de justice ? Ce serait un début. Ce n'est qu'un début. Que demander de plus ? Le baron rassembla ses documents et les rangea dans son portefeuille avec un soin minutieux. Le professeur Thornbury a pris à ma famille bien plus qu'un simple violon, monsieur Holmes. Il a pris la vie de mon frère, l'honneur de notre famille et 30 ans de ma propre existence. Une restitution intégrale exigerait un paiement bien plus conséquent qu'une simple somme d'argent ou une reconnaissance de culpabilité. Les implications de cette déclaration étaient glaçantes, confirmant les pires soupçons de Holmes quant aux intentions du baron. Je vois. Et si je vous informais que je ne peux, en toute conscience, conseiller au professeur Pembroke d'accéder à vos exigences ? Je serais alors profondément déçu, monsieur Holmes, mais pas totalement surpris. J'espérais qu'un homme de votre réputation reconnaîtrait la justesse de ma cause et le poids des preuves que j'ai présentées. Les preuves sont en effet convaincantes, baron, même si je note certaines curiosités dans sa présentation qui soulèvent des questions sur sa provenance. Pour la première fois ce soir-là, le sang-froid du baron sembla légèrement vaciller. Quel genre de curiosité ? Rien qui doive nous préoccuper ce soir. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que vous m'avez montré et d'en discuter avec le professeur Pembroke avant de prendre une décision. Le temps est un luxe qui se fait de plus en plus rare, monsieur Holmes. Ma patience, bien que considérable, n'est pas infinie. Holmes se leva de sa chaise, signalant la fin de leur entretien. Néanmoins, baron, si vous recherchez véritablement la justice plutôt que la simple vengeance,
vous accorderez toute l'attention voulue à des accusations aussi graves. Très bien. Vous avez jusqu'à demain soir pour prendre votre décision. Mais je vous préviens, tout retard au-delà de cette date sera interprété comme un rejet de mes propositions raisonnables, et je serai contraint de rechercher d'autres méthodes pour obtenir satisfaction. Alors que Holmes s'apprêtait à partir, le baron fit une dernière observation. Vous êtes un adversaire redoutable, monsieur Holmes, et je respecte votre réputation de révélateur de la vérité, même dans les circonstances les plus complexes. Mais dans ce cas précis, la vérité est précisément celle que je vous ai présentée. Le professeur Thornbury était un meurtrier, et ceux qui profitent de ses crimes doivent payer le prix de la justice. Holmes arpentait les rues étroites de Soho, l'esprit ruminant les implications de ce qu'il avait vu. Les preuves contre le professeur Thornbury étaient certes convaincantes, mais quelque chose dans l'attitude du baron laissait penser que la vérité était bien plus complexe que le simple récit de culpabilité et de châtiment qu'il avait présenté. Plus troublante encore était la détermination manifeste du baron à infliger des châtiments bien au-delà de ce qu'un tribunal aurait jugé approprié. Le professeur Pembroke avait hérité de son mentor plus qu'un violon. Il avait hérité d'un héritage de violence qui menaçait de le détruire si Holmes ne trouvait pas le moyen de briser le cycle de la vengeance amorcé 3 décennies plus tôt dans l'ombre de Rome. Le jeu approchait de sa phase la plus dangereuse, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés.